Merci beaucoup. Lucie, OK, parfait. Donc, Lucie, je ne sais pas comment tu veux qu'on procède. Est-ce qu'on fait une mini intro en parlant ou tu veux qu'on démarre directement avec les questions? Comment tu as Alors, vu ça, toi? ouais, moi, je d'abord vous dire qu'effectivement, je n'ai rien préparé de formel, hein. J'ai pris connaissance de vos Et- questions, elles sont très nombreuses, très, voilà, ambitieuses et puis que je me réjouis plus d'échanger que Ouais, d'exposer, hein, quoi que ce soit. Peut-être j'avais envie de dire pour, juste comme petite introduction par rapport ouais, ensuite aux échanges qu'on pourrait avoir. ouais. Mais vous le savez certainement, mais j'ai juste besoin de le préciser pour ensuite regarder comment on peut échanger sur ces questions d'évaluation située. Vous l'avez certainement vu quand je parle d'évaluation située. Alors évidemment, c'est en lien avec des auteurs existants, etc. Mais c'est essentiellement par rapport à ma thèse de doctorat dans laquelle j'ai travaillé l'apprentissage situé, la régulation située des apprentissages, en lien avec des auteurs que vous connaissez bien, qui sont donc anglophones, de Brown, Collins Dugui, de Ouais. Levenwenger, de Lev, etc. Et puis ensuite, j'ai travaillé ces choses-là en lien avec les contextes de microculture de classe. Et puis, Ouais. je pense que c'est un des cadres théoriques qui m'a le plus inspiré pour problématiser autrement cette évaluation. Sachant que je ne vais pas vous refaire l'historique, hein, tout l'énorme background que j'avais avec mes travaux avec Linda Halal dans son équipe, Mm. etc. Et c'est vrai que quand j'ai pensé à la question de l'évaluation située, en tout cas avec les travaux empiriques, ensuite que j'ai eu l'occasion de mener avec d'ailleurs des collègues qui sont là présents, hein, de mon équipe, pour moi, l'évaluation située, je l'ai appréhendée dans la même perspective que les notions de microculture de classe, par exemple. C'est-à-dire que ce ne sont pas des méthodes. Et c'est intéressant parce que la première question qui m'a été posée, c'est qu'est-ce qui n'est pas de l'évaluation située? Et je vous remercie de poser cette question au premier. Parce que je crois que c'est vraiment, ça nous permet juste bien de clarifier à quel niveau on est. Et c'est vrai que quand je parle d'évaluation située, pour moi, c'est un cadre d'analyse et d'interprétation des pratiques évaluatives. Hein, c'est un cadre d'analyse et d'interprétation des pratiques évaluatives. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des pratiques sociales d'évaluation finalisées, il y a évaluation située. Donc, du coup, ce n'est pas du tout une approche prescriptive avec une façon de faire ou une méthode, ou, voilà. Mais c'est vraiment rattaché à un ensemble de champs conceptuels, une dimension, enfin des dimensions conceptuelles pensées ensemble, avec des relations de dialectique, etc., entre elles, pour aller appréhender des phénomènes, des effets, des rôles, des postures, des langages, des normes, des significations, des apprentissages, etc. Donc, tout ce qui fait l'évaluation, mais dès lors qu'on les interroge du point de vue de l'évaluation située, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, c'est assez capital de vous le dire, hein, parce que du coup, ça réorientera certainement la discussion. Alors, se dire, bon, bah, alors, si on est dans cette perspective-là, donc c'est une perspective paradigmatique et théorique, eh bien, quand je suis dans l'enseignement supérieur, par exemple, eh bien, comment est-ce que ça m'amène à interroger l'évaluation dans l'enseignement supérieur? Je fais exprès de dire enseignement supérieur parce que j'ai entendu que vous étiez aussi intéressé par ces choses-là. Et puis actuellement, je mène des travaux avec Céline Girardet dans ce contexte-là. Donc, on pourra parler avec elle de ça. Mais évidemment, moi, je suis aussi dans le contexte de l'enseignement obligatoire avec des jeunes élèves. Voilà. Et puis Ah, là, par exemple, t'enseignes au primaire, secondaire, peut-être? primaire, secondaire, voilà. Puis là, par exemple, bah, c'est des choses que j'ai fait avec Lionel de Chambou, qui est aussi là. Donc, on travaille les contextes. Mais c'était peut-être en introduction, j'avais besoin de vous dire ça. C'est vraiment un cadre d'interprétation et d'analyse des pratiques évaluatives. Donc, du coup, il y a pratique. Ça veut dire que c'est une évaluation sociale, enfin, une pratique sociale finalisée dans des contextes et des cultures. Et après, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que ça amène, en quoi c'est intéressant par rapport à ce qui existe déjà, quel est le regard que ça nous amène pour poser et problématiser l'évaluation. Donc, je m'arrête déjà là pour commencer à échanger. Hein, mais moi, c'était important parce que du coup, il y a certaines questions, je peux difficilement y répondre à certaines des questions que vous m'avez adressées si on considère que c'est une méthode. Mais ce n'est pas une méthode, justement. C'est surtout pas une Mm. méthode. Est-ce qu'il y en a qui veulent poursuivre la, la lancée de Céline?
J'ai Céline devant moi. Si. De Lucie. Avant qu'on peut-être on pourrait après regarder les questions. Joanne? Non, ça va l'air. Non. D'accord. Attends, je vais mettre en galerie. Je pense que ça va aller mieux. Bon, ben voilà, je vais toujours voir. Sébastien, ça va aller mieux comme ça. Oui, merci beaucoup, Lucie. C'est une première question qui est liée. Moi, je suis un gars qui est plus en mesure, donc en psychométrie. Puis, on a eu des développements dans les 5 dernières années importants. Donc, il y a M. Mislevi qui a écrit sur, donc, finalement, la mesure socio-cognitive. Donc, finalement, l'élève qui est intégré dans un contexte de classe, dans une culture particulière, très américain comme approche, vous aurez compris, donc comparaison basée sur la race. Je me pose la question, quelle peut être la place de ce genre d'approche-là en mesure pour évaluer des compétences? Je sais que c'est un peu bizarre aussi, donc, de mesurer une compétence, mais donc, à l'égard donc, de la question qui nous intéresse aujourd'hui. C'est vrai que parfois, ça m'arrive avec d'autres d'opposer évaluation et puis mesure, comme certains dans le monde francophone ont tendance à aussi opposer évaluation et contrôle. Alors évidemment, il faut mettre un peu, on va penser dans les choses, je pense, plutôt en système, plutôt qu'en opposition, mais en gardant évidemment des spécificités propres à nos cadres théoriques, ça c'est sûr. Par rapport à la notion de mesure, j'aurais envie de dire que quand on est dans une évaluation située, dès lors qu'il y a un outil d'évaluation fondé sur la mesure, ça nous intéresse pour aller voir comment cet outil va entrer dans des systèmes de normes, de pratiques, de signification, d'usage, de détournement, de compréhension, etc. Mais c'est clair que la préoccupation scientifique ne sera pas d'aller voir la fidélité de la mesure, par exemple, donc tout ce qui est fondamental. Donc c'est pour ça qu'il faut évidemment bien pas se dire que c'est exclusif, mais que si on le prend du point de vue de l'évaluation, ça serait de dire dès lors qu'on met ces outils de la mesure construits avec toutes les qualités psychométriques que vous pouvez assurer, et qui s'inscrivent dans des pratiques sociales d'enseignants, d'enseignantes, de formateurs, de formatrices, de directeurs, de directrices, etc. Et bien du coup, quelles sont les significations et les usages réels associés à ces outils-là? Tu vois? Et comment, par exemple, un jugement professionnel, qui est souvent aussi dans une forme d'opposition à la notion de mesure, ce qui est aussi un contresens, puisqu'en fait, on n'est juste pas en train de capter la même chose. Eh bien, comment, par exemple, le jugement professionnel d'un acteur qui aurait un outil rattaché à la mesure, eh bien, peut se combiner ou pas avec ces notions de mesure. Dans quelle mesure, par exemple, l'outil de la mesure va fournir une information, et dans le jugement professionnel, comment cette information va se trianguler, se combiner à d'autres sources d'informations produites par le jugement professionnel. Observation de l'élève en classe, connaissance d'un système éducatif, normes de classe, culture d'établissement, etc., qui ensuite entrent dans la triangulation dont on a parlé avec Linda Halal, de sources pour produire de l'information incluant la mesure. Donc, c'est de cette manière-là qu'on se tutoie, on est d'accord? Oui, absolument, absolument. Oui. J'ai une personnalité très, très tutoyante, parce disons-le. que moi, je vais me tromper tout le temps. Donc, c'est comme ça que j'ai envie de te répondre, puisque ce qui nous intéresse, c'est les pratiques. OK. Donc, voilà. Super. En fait, je suis heureux d'entendre ça parce que de mon côté, je travaille beaucoup avec la mesure, comme je l'ai déjà dit. Et on avait une tendance dans nos réflexions préliminaires à opposer l'idée donc d'évaluation située qui est très, très contextualisée au niveau des méthodes, même si ce n'est pas l'objet ici, mais qui est très qualitative. Et on peut le comprendre aussi. Je reviens à la question de mesurer une compétence. Ça n'a pas vraiment de sens, en fait, dans le contexte dans lequel nous, on est au Québec et au Canada. Donc, je suis heureux de savoir qu'on peut avoir une certaine place à la mesure. Finalement, l'idée est de bien argumenter la décision, le jugement professionnel, si je comprends bien ça. Et si on a des informations qui proviennent de mesures ou finalement d'observations, donc tant qu'on peut trianguler avec une argumentation de qualité, donc finalement, c'est ce qu'on souhaite avoir. C'est ce que je comprends bien, Lucie? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans la mesure où, dans la pratique réelle, dans un contexte socioculturel donné, avec des acteurs qui ont des rôles, on est avec une... Lucie. Vous m'avez perdu. Vous l'entendez bien? Oui, très bien. Non, c'est moi. Bien, oui. Alors, attendez, c'est moi qui ne vous entends plus. Allez, continuez. Je reviens. Oui, je redis. Ouais, c'est pas un problème. C'est notre vie quotidienne maintenant, ces coupures d'Internet et tout ça. Je dis, dans la mesure,
Dans la mesure où l'objet, c'est la pratique évaluative qui suppose des acteurs dans un contexte socioculturel donné et une finalité. Pour moi, c'est ça, l'évaluation située. C'est déjà ça. Eh bien, dans la mesure où ces acteurs qui ont donc une finalité dans leur rôle de, par exemple, évaluer des compétences, que dès lors, on utilise, et que ces acteurs-là utilisent les outils de la mesure, et que ça c'est inscrit dans leur pratique que d'utiliser la mesure, des outils de la mesure, avec toutes les qualités que cela signifie d'utiliser un outil de la mesure qui a ses propres spécificités. Eh bien, pour moi, ça s'inscrit pleinement dans une problématisation d'une évaluation située. Et ce que ça m'amène à dire que pour moi, l'évaluation située n'est pas forcément qualitative, puisque de fait, une évaluation située, elle peut être fondée aussi sur des outils de la mesure, du contrôle, des notes, une évaluation quantitative, et on va les regarder du coup avec le regard de l'évaluation située, ce que ça produit, en bien, en mal, en phénomène, etc. C'est pour ça que j'insiste en disant l'approche modeste qu'on essaie de développer à Genève et avec d'autres maintenant, c'est de se dire c'est vraiment un cadre d'interprétation et d'analyse de la pratique évaluative. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une pédagogie de l'évaluation. Ce n'est pas une pratique en elle-même. Ce n'est pas une pratique exactement elle-même. Ouais. Donc, nous, vas-y, Sébastien. En fait, c'est que j'aurais une deuxième question. Pour moi, en fait, on a fait le tour de la question de la mesure. C'était vraiment pour placer les choses. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir sur l'idée de la mesure, ajouter des choses? Carla, peut-être? Non, c'était pas ça ta question, Carla? Parce que je m'en vais vers un tout autre thème qui est lié à la mesure, sur la façon de faire la mesure. En fait, je m'intéresse aux individus maintenant et on est en proie à des biais culturels, des biais cognitifs. Comment on fait dans un paradigme, en fait, comme l'évaluation située, pour pouvoir attraper au lasso, finalement, nos biais pour pas qu'il y ait de dérapage? Elle est redoutable, cette question. Vous commencez fort. On peut se faire mal, allons-y. On commence fort, puis on va finir faible. En fait, ici, si je peux me permettre, j'y vais avec cette question-là. Épuisé à la fin de l'après-midi. La question des biais est fondamentale en mesure. Ouais, elle est fondamentale. On a tout plein de mécanismes en mesure pour contourner nos biais. Dans les méthodes qui sont plus qualitatives, c'est moins clair pour les gens qui en font un peu moins, mais ça reste comme évaluateur un élément qui est fondamental. Donc, différents types de biais qui ont été largement documentés, autant par la psychologie expérimentale que les gens d'éducation. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on puisse en discuter collectivement ensemble. Très volontiers. Très volontiers. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Donc, je te dis la façon dont on a appréhendé ces choses-là, en sachant que certainement, on aurait besoin d'aller au-delà de ce que je vais te dire. Voilà. Donc, d'emblée, beaucoup de modestie dans ce que je vais dire. Alors, je vois bien les travaux dont tu parles. Les collègues aussi autour de moi forment nos étudiants en formation initiale à tous ces biais qui sont très largement documentés dans la littérature et auxquels on trouve absolument fondamental que les étudiants, même en formation continue, eh bien, on ait un regard averti sur ces questions de biais. L'évaluation arbitraire est redoutable. C'est vraiment redoutable. On voit que même quand on a des intentions positives et bienveillantes, eh bien, les biais peuvent revenir un peu à notre insu, qui recréer de l'injustice ou de l'arbitraire dans nos décisions évaluatives. Donc, je pense qu'on se doit absolument de se saisir de façon extrêmement rigoureuse de cette question des biais. Après, c'est clair que les travaux en docimologie notamment, ou dans les approches de la mesure, ou bien dans les approches expérimentales, vous êtes, à mon sens, outillés méthodologiquement et théoriquement pour aller donner à voir ces biais et nous alerter sur ces biais. Maintenant, du point de vue de la perspective située, donc l'évaluation située, est-ce que nous avons les mêmes qualités méthodologiques pour aller examiner ces biais? Je n'en suis pas certaine. Mais ce qui est certain, en tout cas dans les données empiriques que l'on voit, c'est que le regard de l'évaluation située, eh bien, va être, disons,
inscrit dans des systèmes de signification qui nous amènera à considérer que parfois, ce qui pourrait être vu comme un biais dans une approche expérimentale ou bien docimologique, pourrait être justifié pédagogiquement et éducativement pour des questions de signification rattachées à une situation singulière d'élève, rattachées à une validité de conséquences sociales et pédagogiques sur l'élève, mais qui représenterait une erreur de mesure du point de vue expérimentaliste, par exemple. Et ça nous amène un peu à, disons, à suspendre notre jugement sur les biais. Mais ça, c'est le jugement du chercheur par rapport à ces biais, ce qu'on qualifierait classiquement comme étant une erreur de mesure ou un biais rattaché à l'évaluation. Et là où je trouve que c'est... Alors ça, j'ai trouvé intéressant que ces approches-là nous amènent à porter un regard, on va dire, compréhensif, au sens de la sociologie compréhensive, sur les raisons qui fondent aussi ces ajustements évaluatifs, ces biais, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça pourrait se justifier du point de vue des constructions de signification qui sont rattachées à ces pratiques-là. Voilà. Maintenant, là où je trouve particulièrement redoutable ta question, c'est que, en tout cas, là où moi j'en suis rendue avec voilà, la communauté derrière, et certainement elle aura plus de réponses que moi, mais moi pour l'instant je ne l'ai pas, c'est quelle est la frontière symbolique qui permet à un moment donné de considérer que c'est un biais ou que ça ne l'est pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, par rapport à une erreur de mesure, ou un biais, ou un effet d'assimilation, voilà, tout ça c'est bien connu, mais regarde l'effet d'assimilation qui est tellement hyper connu, documenté depuis voilà, les années 1980, en tout cas chez nous, avec les travaux du Belge de Landecher et en lien avec évidemment les travaux français des années 1930, c'est quand on fait intervenir, par exemple, une caractéristique personnelle de l'élève dans l'évaluation qui crée un biais, c'est clairement vu comme quelque chose, comme un biais négatif, comme un arbitraire possible. Quand on est dans une évaluation située, prendre en considération les caractéristiques singulières d'un élève, par exemple, au regard d'une biographie, au regard d'activité en classe, au regard de ce que l'on sait de l'élève, pour le mettre à son bénéfice, donc dimension éthique de l'évaluation. Cette information-là, mon éthique de la responsabilité, fait que je vais prendre en compte cette information-là à propos de cet élève pour mettre ma décision au bénéfice de cet élève, au bénéfice au sens éthique du terme. Eh bien, ça n'est plus un effet d'assimilation dans le jugement professionnel et l'évaluation située. Et qu'est-ce qui est la frontière entre les deux? Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Nous, les premiers, en tant que formateurs, formatrices, hein, parfois, on veut être à ce bénéfice-là. Et on se rend compte qu'il n'y a jamais de règles totalement standardisées qui permettent de dire dans tel cas singulier, je sais que pour cet élève-là, je vais m'autoriser à prendre en compte cette information contextualisée pour cet élève-là, et pour un autre élève, a priori comparable, je ne prends pas cette information-là. Je ne la prends pas, cette décision-là, tu vois. Et je trouve que pour moi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on est vers le biais versus une décision d'ajustement au bénéfice de, eh bien, c'est extrêmement compliqué de déterminer, en fait, le basculement de l'un à l'autre. Mais est-ce que, justement, dans ce basculement-là, il n'y a pas là la différence entre le premier exemple que tu donnais, qui ne serait pas une pratique située, et que le deuxième serait une pratique située, c'est ça? Oui, et ça serait dans la pratique située, mais je crains, et c'est une vraie crainte aussi par rapport à ce qu'on a mal vécu dans le canton de Genève, et donc on est bien d'accord que les enregistrements que nous faisons maintenant restent bien pour nous. Hein. Tout à fait. Il n'y a rien qui sort. T'inquiète pas. Voilà. Quand on a introduit dans les années 2000 en lien à Genève, spécialement dans le contexte de Genève, le jugement professionnel, la notion de jugement professionnel en lien avec vos travaux québécois, hein, la notion de jugement professionnel
elle a été très mal prise du point de vue social et politique, au point même qu'à un moment donné, on ne pouvait même plus utiliser le terme jugement professionnel, parce que le jugement professionnel a été réduit à une évaluation qualitative, sans note, subjective, justement plus du tout rigoureuse, non inscrite sur des outils de la mesure, etc. J'aurais très très peur que parce qu'on parle d'évaluation située, du coup, on réduise l'évaluation située au deuxième exemple. Tu vois? Alors que ça n'est pas ça. Oui, mais mon point là, c'était de dire qu'en fait, il y a des pratiques situées. Elles sont toutes situées. Et donc, mais si c'est un cadre d'analyse, c'est un cadre d'analyse dont elles sont toutes situées, c'est-à-dire toutes les pratiques d'évaluation sont selon toi situées. Oui, la grande différence, elle est là. Oui, bien sûr. Oui. Avec Vial. La grande différence avec Vial. D'ailleurs, ce que dit Vial… Oui, tout à fait. D'ailleurs, avec la question de Sébastien, c'est là où Vial, lui, il met comme 3 modèles séparés, ce que Lucie ne fait pas. Oui, absolument. Absolument. Et je ne dis pas, c'est un choix, en fait. C'est un choix. Alors, certainement qu'il y a des limites aussi, parce que du coup, ça permet… Est-ce que c'est un bon choix pour engager une transformation des pratiques évaluatives vers une évaluation plus bienveillante, plus ouverte, plus pour apprendre, etc. Si on considère que même une évaluation qui serait sanctionnante, excluante, humiliante, etc., c'est aussi une évaluation située. Tu vois? Et ça, peut-être que Vial, il avait raison de le garder vers une certaine forme d'évaluation, avec l'implication des apprenants, la subjectivation, etc. L'accompagnement, etc. Se placer comme évalué. Ouais. Mais oui, bien sûr. C'est clair que le choix qui a été fait sans trop réfléchir, non, mais c'est pas que c'était pas sans trop réfléchir, c'était que j'étais inscrite dans un paradigme, je reste inscrite dans un paradigme situationniste qui considère que toute pratique, même arbitraire, comment dire, excluante, humiliante, vraiment que l'on ne souhaite pas, est une évaluation située. Parce qu'elle s'inscrit avec des normes de compétition, de sélectivité, d'humiliation par rapport à l'évaluation, d'un rapport négatif avec l'évaluation, de pression évaluative, d'outils peut-être qui justement classe, sélectionne, qui laisse plus de la place à des jugements qualitatifs, où le feedback est là pour humilier et pas pour construire. Ça relève aussi de construction de signification à des cultures. Et du coup, c'est une évaluation située. Tu vois? Tu vois? Carla? Lucie, quelle est la différence entre l'évaluation située et celle que vous appelez évaluation située élargie? Ah oui. Merci, Carla. J'ai relu le texte vite avant en me disant, bon, je pense que vous devez avoir lu mon texte et que c'est un petit peu aussi à travers ce texte que Diane a pris contact avec moi notamment. Et puis, j'ai vu que j'avais la bonne idée de mettre évaluation située élargie. Alors, de nouveau, des fois, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée? J'en sais rien. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que souvent, dans les travaux, autour de mon contexte francophone, quand je présente les choses en évaluation, bien que j'ai des thèses de doctorat qui sont soutenues sur ces questions d'évaluation, il n'y a pas plus longtemps celle de Valérie Soubre dans l'enseignement supérieur, justement, eh bien, on reproche à l'évaluation située de n'être ancrée que dans le contexte immédiat et circonstanciel de la pratique. Comme si la situation n'était que celle qui est de l'ordre de ton environnement matériel, réel. Aujourd'hui, je suis seule dans mon bureau, mais il y a mon mari qui fait un peu de bruit derrière la porte. Il y a vous, mais vous êtes dans du numérique. Il y a des problèmes de coupure de courant, etc. Alors que dans les approches situationnistes de Leaf, de Brown, de Wenger, etc., et bien évidemment dans Culture of Assessment de Brown, Collins, de Guide, le situé, c'est aussi la culture.
le situé, c'est aussi des contextes convoqués par les outils culturels qu'on utilise, sans que ces contextes soient forcément immédiatement tangibles dans la matérialisation de mon environnement immédiat. Et que les contextes, par exemple, de la culture des familles, que la culture professionnelle d'un enseignant primaire ou bien du supérieur, la culture disciplinaire. J'ai compris qu'entre vous, vous aviez aussi des orientations disciplinaires et didactiques propres. Eh bien, participent aussi de cette évaluation située. Ces cultures situent aussi l'évaluation dans ce qu'elle incarne. Et que du coup, eh bien, ces cultures sont plurielles. Et c'est ce qui m'a amené à oser dire élargi, pour insister sur le fait que le mot situé convoquait aussi ces cultures plus larges et plurielles qui interviennent aussi dans nos façons d'évaluer. Voilà. C'est pour ça que je l'ai fait. Oui. Lucie, il n'y a pas un danger de tomber dans du relativisme à outrance ici? Parce qu'en fait, l'évaluation, c'est tout sauf ça, du relativisme à outrance. Oui, je pense que justement, l'intérêt de penser ça, c'est précisément pour aller capter ce qui, dans la pratique, les situations, le rapport à la culture, pourrait ne pas être du relativisme. Parce que si la culture se construit, la culture, elle contraint, elle forme, elle standardise, elle modélise nos façons de penser, qui amène aussi à une façon de travailler ce qui pourrait être vu d'abord comme du relativisme situationnel et culturel pour aller regarder dans un mouvement dialectique ce qui justement n'est pas du relativisme. Ce qui justement qui fait qu'on parle de cette manière de l'évaluation à Genève et pas par exemple dans un autre contexte. Ce qui fait qu'on utilise un outil de la mesure, tu vois ce que je veux dire? Un outil de la mesure. Parce que culturellement, ça se fonde aussi sur des outils de la mesure qui font que. Donc, si tu veux, c'est comme ça que je te réponds. Mais c'est très exigeant parce que du coup, il faut aller rechercher ce que moi j'appelle ces normes, hein, au sens anthropologique du terme. Il faut aller rechercher ce qui relève de ces normes construites et qui structurent à la fois les pratiques qui n'amènent justement pas un relativisme constant. Par contre, on admet que c'est du construit. On admet que c'est du construit, c'est clair. Merci. Dis-moi, Lucie, quand tu formes tes futurs enseignants, j'imagine, tes étudiants, futurs enseignants, comment tu abordes ça avec eux? Comment tu enseignes, en fait? Ouais. Parce que, si on dit que c'est un cadre d'analyse et un paradigme, c'est aussi donc un peu comme suggère Viviane, hein, c'est aussi une posture, c'est aussi la construction d'une posture, effectivement, pour pouvoir mettre des pratiques qui sont en cohérence avec cette posture. Ouais. Comment tu fais? Ou alors les autres aussi de ton équipe, comment vous faites voilà. quand vous formez? Parce qu'il n'y a pas que Lucie, j'imagine, qui forme dans votre équipe. Oui, absolument. Donc, Lionel, Céline, essentiellement, hein, qui interviennent aussi dans la formation des enseignants. Hein, n'hésitez pas à intervenir. Peut-être que je démarque 2-3 choses et puis ensuite ils compléteront. J'ai un cours d'un semestre. Alors, je crois que c'est important. J'ai un cours d'un semestre de master qui ne porte que sur la dimension de l'apprentissage et de l'évaluation située, donc dans la perspective régulation située. Ouais, j'ai un cours complet là. Problème, il est en maîtrise. Donc, ça veut dire que, enfin, c'est pas un problème, mais je veux dire, pour aborder ces choses-là, évidemment, on ne le fait pas en tronc commun. Il faudrait le faire plus tôt. Oui, alors justement. Alors, du point de vue, si tu veux, strictement théorique, paradigmatique, avec des maîtrises de contenu, avec des enjeux de recherche, donc vraiment la dimension théorique et scientifique, j'ai un cours qui porte sur ces choses-là d'un semestre pour les étudiants qui souhaitent le prendre. Mais pour que nous puissions directement engager ces éléments-là avec nos étudiants le plus tôt possible,
Eh bien, depuis cette année, avant c'était en deuxième année ou en troisième année, les étudiants pouvaient choisir, mais depuis cette année, 2020-2021, avec Céline Girardet, justement, on a un cours annuel sur l'évaluation des apprentissages, la régulation. Et c'est un grand luxe, puisque nous avons une année complète pour former nos étudiants sur ces problématiques d'évaluation, contexte scolaire et formation, donc on joue les deux. On a quelque chose comme 130 étudiants, donc c'est ouvert à la première année, tous les étudiants qui le souhaitent. Et nous avons pris le parti de leur faire expérimenter tout au long des 2 semestres des modalités d'évaluation continue pour apprendre avec des pratiques innovantes, du feedback entre pairs, des modérations sociales, l'utilisation du numérique pour engager de la collaboration dans l'évaluation, des régulations de production, etc. Et Céline, si jamais elle pourra compléter. Évidemment, il faut être 2 pour faire ça. Et à chaque fois, on fait des retours réflexifs critiques sur ce que les étudiants vivent. Et quand on le fait, eh bien, c'est une manière à ce moment-là d'y mettre de l'évaluation dans une approche située. La question de la pression évaluative, la pression des rôles, des postures, des représentations qu'on a de l'évaluation, de sa transformation possible, de son rapport à l'évaluation ou pas, d'aller vers la dimension expérientielle de soi-même et au regard du contrainte de l'UNI par rapport à ce qui est demandé dans l'évaluation, là dans l'évaluation située, etc. Et si tu veux, on a fait le parti pris de faire vivre à nos étudiants des expériences multiples d'évaluation dans un rapport d'évaluation donc continue pour apprendre, donc évaluation continue pour apprendre. C'est assez contraignant pour eux, hein. Du coup, ils bossent pas mal. Il y a pas mal aussi de contraintes, ils doivent faire. C'est pas la carte. Avec à chaque fois des retours d'expérience, critiques, réflexifs. Et quand il y a ce retour d'expérience, moi, j'injecte ce qui relève d'une évaluation située à ce moment-là, au regard de l'expérience vécue. Un exemple de ces modalités continues? Oui, je vais demander à Céline. Céline, d'accord? Vous voyez, avant qu'on aille un peu plus loin, nous, on a, au Québec en tout cas, et nous, dans notre équipe, on a aussi un côté très pratique. Hein. Comment on fait? Ouais, on veut être capable de le faire. Donc, bien sûr, s'appuyer sur les théories, bien sûr, mais on a cette... Moi, je ne suis pas satisfaite si je ne suis pas capable d'appliquer concrètement dans mes pratiques à moi ces éléments théoriques-là. Fait que vous voyez que j'essaie de vous amener sur cette voie-là. Ouais, c'est une très, très bonne idée. Céline. Alors, oui, je vois que tu as partagé le... Ah oui, est-ce que juste avant, je peux poser une petite question de clarification? Oui, vas-y. Lucie, tu parles bien que les étudiants vivent eux-mêmes en tant qu'évalués le processus, c'est bien ça? Pardon, dis-moi. Ils vivent le processus en tant qu'évalués et non pas en train d'être des évaluateurs dans le cadre d'un stage, par exemple. Ils sont évalués dans le processus. Tu as raison, merci de bien le dire. Dans ce cours du tronc commun, ce sont des étudiants où eux-mêmes vivent donc le processus évaluatif en tant qu'évalués et évaluateurs des pairs, enfin, des travaux des pairs. OK, parfait. Mais pas dans le stage, parce qu'on c'est encore ailleurs, c'est encore une autre formation, le stage. Okay. Donc là, c'est vraiment le cours de base, tu vois, 130 en auditoire, voilà. Et on va formation initiale. Ouais. Formation initiale à l'enseignement, parfait. Alors, oui, Céline, on t'écoute. Oui, et du coup, là, je ne vois plus que la moitié de l'écran partagé. Moi aussi, je ne vois plus que la moitié. OK, alors j'arrête et puis j'essaye de le remettre, hein, d'accord? Oui. Mais on est d'accord que je ne le fais pas tout, hein, je fais juste un exemple. Oui. Un exemple. Oui. Alors. Je vais parler de l'exemple de... Bon, parce qu'en fait, tout est lié, hein, de nouveau. Donc, voilà. Et puis, c'est marrant parce que nos tâches elles-mêmes sont situées dans l'ensemble de tâches. Donc, c'est difficile de... Ouais. Oui? Est-ce que là, tu vois bien? Est-ce qu'on peut vous demander de basculer l'écran? Céline, est-ce qu'on peut vous demander de basculer l'écran? Parce que là, on voit vos notes. À la limite, d'avoir l'autre écran. Attends, c'est Lucie qui partage. Alors, allez en haut de l'écran puis pesez sur basculer entre les affichages. En haut à gauche. Alors là, pour l'instant, j'ai un écran tout noir parce que mon ordinateur est très long dès qu'il y a un... Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, on recommence. Je recommence ou pas? Ouais, non, c'est bon là. Ouais. Là, c'est bon pour vous? Le mettre en mode présentateur.
OK. En présentation, je veux dire. OK, si vous me dites que c'est bon, alors Je pense. Alors, je pense que là, c'est encore noir, mais ça va venir. Oui, ça va. Voilà. Est-ce que c'est bon, là? Est-ce que Oui, c'est... c'est pas bon. Non, mais c'est pas grave qu'on voit C'est pas les notes. grave, c'est pas grave si on voit les C'est notes. vraiment pas grave. Mais non. OK. C'est vraiment pas grave. C'était vraiment des notes pour nous, pour qu'on se rappelle nos tâches, parce que même nous, des fois, on a de la peine à suivre nos propres tâches tellement il y en a. Ça me rassure d'entendre ça, tiens. Mais en gros, l'idée de base, c'est qu'il y avait une production initiale en groupe. Et là-dessus, on avait là aussi qui était une tâche qu'on peut dire située dans un cas concret qu'on avait inventé d'un étudiant universitaire qui avait de la peine, etc. Et puis eux, ils devaient se faire comme si c'était les enseignants du cours et ils devaient dire, OK, qu'est-ce qu'on va choisir comme démarche de régulation pour aider cet étudiant fictif à résoudre ses problèmes et puis à comprendre mieux les concepts, etc. Ils ont fait ça en groupe. Et puis, l'idée, c'est qu'après, chaque étudiant individuellement a reçu 2 travaux de groupe anonymes de leur père et ils ont fait une évaluation du travail des pairs selon des critères qu'on leur a donnés. Ils devaient voir, du coup, est-ce que les régulations, les démarches de dispositifs pour aider l'étudiant fictif, est-ce que c'était pertinent? Est-ce que, voilà, ils devaient faire vraiment un feedback écrit. Puis en parallèle, du coup, le but, c'était qu'ils développent leurs skills à faire un feedback. Donc, il y avait en même temps, tout était lié comme ça. Et puis ensuite, chacun a reçu les feedbacks des pairs. Et puis là, on les a mis en activité sur ces feedbacks reçus. Ils devaient évaluer les feedbacks qu'ils recevaient. Ils devaient faire des tâches réflexives à chaque fois sur ce que ça leur a produit. Ce que ça leur a produit de faire le travail en groupe, qu'est-ce que ça leur a appris, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont dû rédiger un feedback, qu'est-ce que ça leur a fait de recevoir des feedbacks. Ils ont aussi auto-évalué leur propre feedback. Enfin bref, on les a plongés dans plein de démarches comme ça. Toutes les tâches, en fait, elles étaient liées complètement les unes aux autres et ça nous a pris toutes ces tâches-là plus qu'un semestre, puisqu'ils viennent seulement maintenant de revenir à leur production de groupe initial pour l'améliorer au regard de tous les feedbacks reçus dans le reste et puis toutes les expériences vécues dans les autres activités. Et puis voilà. Donc, en gros, ça, c'est un peu l'exemple en large de ce qu'on a fait, en sachant que, en fait, il y avait toutes ces autres tâches. Là, je vous ai parlé des grosses tâches, mais après, il y avait encore, voilà, ils devaient faire un tableau Excel pour comparer et ils devaient dire s'ils étaient d'accord ou non avec ce que les autres ont dit dans les feedbacks, par exemple. Ah, cette personne, elle a dit qu'on devait faire ça, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve que le dispositif qu'on avait trouvé pour Victor, il était bien, etc. Et puis après, on les a mis en groupe pour faire une modération sociale et ils ont dû en groupe se mettre d'accord sur les pistes qu'ils voulaient apporter à leur premier travail là, pour l'améliorer. Et ouais, bref, c'était un énorme travail, mais c'était vraiment très utile. Puis peut-être de dire que là, comme ils sont en première année, ils ont encore zéro notion de la recherche. C'est vraiment tout au début. Donc pour eux, de faire la distinction entre des pratiques et la distinction entre un cadre d'analyse, comme Lucie, elle l'a dit là, c'est encore quelque chose qui n'est pas tellement palpable pour eux. Et du coup, moi j'ai envie de dire par rapport à ce qu'elle a dit Lucie, que je trouve que c'est chouette ce cours, de les mettre en activité sur des choses. Puis du coup, ils se familiarisent avec la notion avec le cadre d'analyse de la perspective située en vivant des choses et grâce aux apports de Lucie, mais sans frontalement leur présenter le cadre d'analyse de l'évaluation située, parce qu'à mon avis, de toute façon, à ce stade-là, ils ne sont pas encore au stade où ils sont capables de faire même la distinction entre qu'est-ce que c'est un cadre d'analyse versus qu'est-ce que c'est des outils. C'est encore un peu au début, quoi. Très intéressant. Voilà. Ouais. Moi, ça me rassure de voir ça. Je ne sais pas, vous, les filles là, de mon équipe, là,
Edith, Isabelle, moi, ça me rassure un peu parce que quand Lucie, tu as démarré en disant c'est un cas d'analyse, c'est pas une méthode, là, on a fait comme ah oui, OK, nous, on a essayé de mettre ça dans nos cours globalement, pas tant nécessairement comme une méthode, mais comme une posture, hein, comme une façon de voir l'évaluation, une façon différente de voir l'évaluation. Et ça m'a un peu déstabilisée. Et là, ça me rassure quand même parce que je vois qu'il y a des choses que vous faites, c'est des choses un peu, Edith et Isabelle peuvent peut-être être plus promptes à répondre là-dessus parce qu'on a travaillé ensemble, nous trois, à penser un peu les évaluations dans notre cours. Alors, je précise que notre cours n'était pas un cours sur l'évaluation. Parce que nous, on enseigne dans notre programme cours en pédagogie de l'enseignement supérieur. De nous tous ici, c'est Carla qui donne ce cours-là d'évaluation. On a plusieurs cours. On a un cours sur les pratiques évaluatives. On a un cours sur l'évaluation. On a un cours sur l'apprentissage. On a un cours sur les stratégies d'enseignement. Alors, nous, ce cours-là, Isabelle et moi, on l'a travaillé. C'était le cours des stratégies d'enseignement, qui est le premier cours du programme. Et c'est un programme court, hein? C'est juste 5 cours le programme. Donc, c'est vraiment pas, c'est ni une maîtrise, c'est ni un bac, c'est pas une licence, c'est pas un master, c'est encore plus petit. Et dans ce cours-là de modalité, c'est le premier cours, donc le cours introductif au programme, et on fait une séance, en fait, une leçon sur l'évaluation. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est pas tant de parler d'évaluation, parce que ça, c'est Carla qui le donne notamment dans ses cours, dans son cours sur l'évaluation, mais c'était d'appliquer nous-mêmes ça à l'intérieur de toutes nos évaluations. Donc, de penser nos évaluations dans cette perspective-là. Et ce que je vois et ce que Céline nous a montré, expliqué, je trouve que ça rejoint un peu des choses qu'on a essayé de faire dans notre cours. Oui, Céline? Oui, peut-être juste, du coup, nous, ce dispositif-là, par exemple, on l'a aussi conceptualisé, puis cette posture et puis cette façon de le faire en tant que méthode, sauf qu'on a mis ça sous le nom d'évaluation continue pour apprendre durablement. On est en train de voir pour mettre le durablement. Puis du coup, après, comment on va analyser ces choses-là? Et là, on va les analyser du point de vue de la perspective située. Mais du coup, on n'a pas appelé évaluation située. Ces choses-là qu'on fait, on l'a appelé évaluation continue pour apprendre. Oui. C'est une bonne idée de nous amener sur ces pistes-là, de ne pas rester attachés juste à évaluation située, au concept aussi d'évaluation située, puisqu'on peut l'appliquer partout, en fait. C'est quelque chose de vraiment très intéressant et très rassurant. Edith, tu voulais... oui? Ben, oui, par rapport à comment on a essayé justement de déconstruire le cours qu'on avait, la structure du cours qu'on avait, le cours sur les méthodes là, dont Diane parle, puis d'essayer ça a été un peu ça notre exercice, de déconstruire les évaluations qui étaient déjà en place et essayer de les remettre dans une structure qui était pensée pas juste en fonction des évaluations, mais aussi en fonction de notre posture d'évaluateur. Et puis, je me rappelle qu'on a réfléchi aussi à l'accompagnement. À comment on allait concrètement appliquer ces nouvelles idées qu'on essayait de s'approprier à l'accompagnement et pas juste à l'accompagnement en lien avec l'évaluation, mais tout au long du cours en essayant de lier davantage les activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation en essayant de moins isoler l'évaluation. Puis pour nous, c'était, en tout cas, si je me trompe pas, c'était aussi une manière de mettre en pratique l'évaluation située, c'était d'essayer de lier toutes les constituants du cours. Puis je me demande si cette idée-là, elle se rapproche un peu de ce que vous avez fait, là, de ce que vous venez de nous présenter dans... Oui, nous, ce que ça a fait, effectivement, pour compléter, ce que ça a fait, c'est que on a mis l'évaluation en avant-plan. Plutôt que moi, ce qui me fatigue tout le temps, c'est la linéarité. Hein? J'enseigne, t'apprends, j'évalue. J'enseigne, t'apprends, j'évalue. C'est ça qu'on voit en tout cas dans les cours, particulièrement pas secondaires, pas partout, mais de façon assez dominante. Et là, avec ça, ça nous permettait de mettre l'évaluation au cœur, et même l'évaluation en avant-plan, et briser un peu cette linéarité-là, montrer que tout s'attache ensemble, en fait, et que ce n'est pas juste successif, ce n'est pas des gestes mécaniques et successifs. Donc, il y avait cet aspect-là.
peut-être un autre petit élément peut-être avant que Lucie, je sens que Lucie peut intervenir. Non, pas du tout. Nous, ce qu'on a fait aussi dans ce cours-là, c'est qu'on a enlevé les notes, on a mis en succès-échec, parce qu'on peut faire ça, nous. Je pense que c'est un privilège pour le moment, c'est encore un privilège qu'on a chez nous. On l'a mis en succès-échec. Le cours, même si c'est un cours obligatoire dans un programme court, c'était pas simple à gérer. Et là, on est en train de travailler sur une modification de programme pour que tout le programme soit entièrement succès-échec. Mais en fait, c'est pas succès-échec qui est important, c'est le fait qu'il n'y ait pas de notes. Donc, c'est-à-dire qu'on arrête de mettre les notes au bout de chaque apprentissage, au bout de chaque réflexion, au bout de chaque action, au bout de chaque pratique. Mais on parle d'apprentissage, de réussite, de progression, de réflexion critique, justement, comme vous en avez parlé. Et donc, ça, c'est intéressant parce que le fait de mettre le cours en succès-échec et d'enlever la note, toutes les notes partout, ça nous a amené à nous questionner, ben alors, qu'est-ce qu'on évalue? Comment on évalue alors? Si on n'a plus de notes, quels sont les regards qu'on porte? Quels sont les critères qu'on développe? Quels sont les outils qu'on utilise et quelles sont les tâches qu'on leur demande de faire pour bien que la progression soit bien démontrée, justement aussi, parce qu'à la fin, il faut quand même, de toute façon, rendre un succès ou un échec. Donc, il y avait quand même une décision finale à prendre et qu'est-ce qu'on utilise aussi pour étayer notre jugement à l'intérieur de cette pratique. Très intéressant. Mais ça me rassure beaucoup de voir votre travail. C'est très inspirant aussi. Je pense qu'on pourrait peut-être échanger aussi sur... nous, on a essayé aussi d'introduire dans les retours réflexifs. On est un peu influencé aussi par l'explicitation. Donc, on essayait aussi d'introduire des notions, pas juste qui nous expliquent pourquoi ils ont fait ça ou tout ça, mais qui soient aussi dans le travail de description du vécu, description de l'expérience, des choses très intéressantes. Et en fait, Alexandre et Marie-Claude ont vécu cette première mouture-là comme étudiants. C'était leur entrée, mais c'est intéressant d'avoir aussi parce que c'est déstabilisant, j'imagine, pour vos étudiants aussi, Lucie, Céline. C'est nouveau, c'est pas commun, c'est pas courant. C'est le but, hein. D'emblée, on leur annonce que ce cours leur permettra d'expérimenter des formes innovantes d'évaluation dans le but de déconstruire leur représentation traditionnelle de l'évaluation. Et donc, on l'annonce, mais alors directement dès le premier cours, et ils savent, s'ils choisissent ce cours, c'est en connaissance de cause, et ça sera à travers cette évaluation qu'il y aura de la validation du cours, hein. Donc, on ne va pas mettre des examens à la fin, etc. Et donc, ils sont vraiment, tiens, parce qu'on parlait tout à l'heure des biais, à se dire, oui, mais comment vous ferez pour nous évaluer? Est-ce que ça va être juste? Est-ce qu'on va avoir des notes? Comment ça va se passer? Etc. Donc, et là, vraiment, c'est l'enjeu de ce cours-là, d'aller vers ces choses-là. Et comment vous les évaluez, donc? Est-ce que vous avez des notes et tout ça? Quels sont vos outils? Ouais. Alors, nous, à Genève, donc, on a l'obligation de mettre des notes sur une échelle de 6, avec soit des demi-notes ou des dixièmes. Là, on a le droit de choisir. Mais le prof est tout à fait libre de décider comment il va fabriquer sa note. Là, en l'occurrence, c'est une note annuelle, puisque c'est un cours annuel, donc on ne doit donner qu'une seule note à la fin de l'année. Et donc, il y a certains collègues qui, quand ils font des évaluations ponctuelles, comme ça, au fur et à mesure de l'année, ben, chaque fois, ils mettent une petite note et puis après, ils font une moyenne, enfin, des trucs comme ça, comme tout le monde sait faire. Et puis, nous, en fait, on ne travaille pas du tout avec les notes. Donc, ils savent que ça sera avec des critères d'évaluation qui sont systématiquement transmis à nos étudiants à l'avance. Ces critères d'évaluation deviennent eux-mêmes des outils pour, comme expliquait Céline, faire des feedbacks entre pairs, de la rétroaction sur soi, se positionner, engager de la régulation sur leur travail. Et c'est toujours au nom des critères d'évaluation qui sont contractualisés et dont on construit la signification collectivement. Donc ça, voilà, clairement, c'est un effet de microculture important, l'apprentissage situé. Et puis ensuite, Céline fait un boulot gigantesque parce que c'est elle qui fait un suivi de toutes les tâches au fur et à mesure pour que les étudiants puissent avoir accès en fait à notre évaluation critériée qui débouche sur des points. Mais c'est tout.
pour avoir une idée précise de la façon dont, en fait, on a déjà apprécié leur production pour qu'eux-mêmes puissent continuer de s'engager, se réguler, etc. Donc, tout est transparent. Ils ont les choses au fur et à mesure, mais ce n'est pas une moyenne, etc. C'est vraiment, on reste dans une logique la plus qualitative possible. C'est certes, après, à la fin de l'année, c'est certain qu'on doit arriver à une note. Voilà. Ouais. Mais c'est en fait, nous ici, ce qui se passe là avec la pandémie, c'est qu'en tout cas, à l'UQAM, on a la possibilité les étudiants ont la possibilité à la fin du cours de dire « je voudrais que mon cours soit en succès-échec ou chiffré ». Et donc, mais ça n'a pas d'action sur les pratiques évaluatives. C'est juste à la fin une transposition en S ou E de notes chiffrées. Donc, les étudiants, nous, on a spécifié aux différents comités qu'on trouvait que ce n'était pas nécessairement une bonne idée, mais bon, c'est ce qui s'offre présentement pour les étudiants à cause de la pandémie. Et notre réflexion, nous, est beaucoup plus, par rapport au sans-notes, est beaucoup plus d'un travail d'obliger, de forcer, d'amener un travail plus sur les pratiques évaluatives et de laisser comprendre aussi que la notation n'est qu'un aspect, n'est qu'une étape, en fait, de toutes les pratiques, de l'ensemble des évaluations. Joanne? Oui, j'aimerais savoir, je trouve ça très intéressant ce que vous faites dans votre votre grand cours qui dure toute une année. Là, c'est un beau luxe qu'on n'a pas toujours la possibilité d'avoir, mais je peux comprendre qu'avec tout ce temps, on a un peu d'espace pour essayer des choses, je pense, et pour revenir en arrière et faire des retours. Mais je me demandais, les étudiants qui sont dans vos cours, quel genre d'évaluation ils ont vécu durant leur parcours primaire, secondaire, depuis qu'ils sont petits, là, à la petite école jusqu'à l'arrivée à votre cours? Est-ce qu'ils ont déjà vécu des évaluations qui se terminaient toujours par des notes? Est-ce que c'était des lettres? Parce que je sais que ça a bougé aussi, un peu comme au Québec. Là, il y a eu des moments plus dans un sens, des moments plus dans l'autre, mais c'est quoi leur parcours d'évaluer? Essentiellement, l'évaluation traditionnelle, chiffrée, avec des moyennes. OK. Voilà. Donc, alors, à quelques rares exceptions, si tout à coup on a un étudiant qui vient vraiment d'un autre contexte et puis qui s'est inscrit en tant qu'étudiant international à Genève, etc., ça pourrait ne pas être le cas. Les étudiants qui ont eu l'école sans notes, donc c'était entre 2000, et c'était que quelques établissements à Genève en plus, c'était pas généralisé quand il y a eu cette phase pilote à Genève sans notes. Donc c'était entre 98 et 2005, éventuellement encore 2006 pour certains établissements. Ce ne sont pas nos étudiants, je veux dire, ce sont des étudiants qui ont été élevés à la note scolaire, à la moyenne et aux chiffres. Tu es d'accord avec ça, Céline? Tu as perçu la même chose? Oui. Et puis, moi, tu me dirais, Lucie, j'essaye un truc, mais tu me dis si je suis à côté de la plaque. Mais, le fait que quand on fait de la recherche sur justement ce cours, la perspective située, c'est justement de dire les pratiques qu'on leur fait vivre sont innovantes au regard de leur contexte et justement du fait que pour eux, c'est quelque chose de totalement novateur d'arriver dans un contexte où tout d'un coup, on va radicalement changer ce truc de notes et puis la façon de... Et on a fait un petit retour la semaine passée où Lucie elle a posé des questions et puis eux, ils pouvaient nous répondre de manière anonyme sur le dispositif et compagnie. Et ils ont apprécié des choses. Pour eux, on voit que ce n'était pas le cas dans leur parcours avant, qui sont par exemple, waouh, on voit que vous nous faites confiance, que vous avez envie qu'on réussisse. Et ce genre de choses-là, où je pense ils sont tellement habitués à cette note sanction. Et là, dès le début, ils sont dans un cours où c'est, on fait plein de tâches et tout ça, c'est au service de votre apprentissage et du coup, in fine, de la réussite du cours. Et ils apprécient beaucoup ça. Tout à fait. Ouais. Sachant juste pour le plaisir du détail que c'est un cours qui participera à la sélection des étudiants en deuxième année pour avoir le droit d'entrer en formation des enseignants primaires. Parce que chez nous, donc, ils ont un tronc commun pour
tous les étudiants en sciences de l'éducation. Puis ceux qui se destinent à l'enseignement primaire, il y a une procédure d'admission et de sélection en fin de première année pour entrer en deuxième année. Et puis ils sont sélectionnés, on en sélectionne 100. Et puis il y a des années, on monte jusqu'à 250 candidats. Hein. Donc c'est une grosse sélection. Et la, entre guillemets, saveur de cette chose-là, c'est que ce cours, parmi d'autres, contribue à la sélection de ces étudiants et on va leur montrer, enfin, alors, je ne sais pas si on arrive, mais c'est tout l'enjeu de ce cours, que même quand on est dans un contexte de sélection, si on est dans une évaluation pour apprendre pour tout le monde et toutes et tous, on peut devenir des ressources pour les autres et pour soi-même, feedback entre pairs, etc., évaluation formative, y compris dans un contexte in fine de sélection. Parce que ça sera l'acquis qui compte et pas le classement interindividuel qui prime. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Et ça, bon, voilà, pour nous, ça, c'est de l'évaluation située. C'est faire revenir ces éléments de contexte qui marquent les pratiques. Et le rapport, l'engagement des étudiants, leurs émotions. Céline travaille beaucoup sur... Il y a quelqu'un qui nous a posé comme question, là, dans le petit check de tout à l'heure, ce qu'on a reçu là comme question, c'est est-ce que les émotions, du coup, sont pour nous quelque chose d'important, hein? Est-ce que ça nous amène à poser la question des émotions? Et puis, oui, effectivement, je pense qu'un des éléments aussi en lien avec ces expériences innovantes d'évaluation, c'est surtout ne pas ignorer les émotions que ça provoque. Parce que ça provoque des émotions. Et Céline documente ce travail scientifique sur ce rapport aux émotions. Vous dira plus que moi d'ailleurs. Et on les a un peu formés aussi à ça cette année, en leur demandant justement dans leurs tâches réflexives, où on est aussi dans cette perspective où ils décrivent leur expérience, plus ils les analysent, et on leur a demandé aussi d'analyser, de décrire les émotions qu'ils ont ressenties au travers des tâches. Et c'était passionnant, c'est vraiment passionnant. Je n'en doute pas. Joanne et Edith ensuite? Oui, je vais d'abord me situer, je ne suis pas une partisane de la courbe normale parce que ma prochaine question pourrait laisser croire que je suis une partisane de la courbe normale, mais je n'en suis pas. Mais j'aimerais savoir, à la fin de ce cours, ça ressemble à quoi les notes? Tout le monde a, je ne sais pas c'est sur combien, et tout le monde a, ça ressemble à quoi l'étendue ou les notes de vos étudiants? Par simple curiosité. Mais je ne m'attends pas à... Je ne veux pas une courbe normale, là, pas du tout. Oui, j'ai bien compris. Je peux répondre par rapport à ce cours que je donne depuis 2005 jusqu'à l'année dernière sur un semestre. D'accord? Donc, voilà, j'ai 15 ans d'expérience de ce cours. Sur un semestre en B2, B3. Donc, les étudiants peuvent le choisir soit lors de leur deuxième année ou troisième année de bachelor. Et puis, ce dispositif que vous a présenté Céline, évidemment, on l'avait réduit parce qu'on ne peut pas, voilà, mais on était dans des dispositifs de ce type-là. Et moi, je fais des choses de ce type-là depuis en tout cas 6 ou 7 ans sur ce cours. Bon, alors, on n'a pas d'état d'âme. Hein. S'il y a 3 ou 4 étudiants qui échouent, eh ben, il y a 3 ou 4 étudiants qui échouent. Puis tout le reste, eh bien, les étudiants réussissent. Par contre, comme on a quand même beaucoup de tâches, eh bien, ils n'ont pas forcément l'excellence de l'excellence. Je veux dire, ce n'est pas un cours où on se dirait, ben, tiens, finalement, il suffit de faire pour y arriver. On ne veut pas non plus que, par exemple, la totalité des points veut dire la totale réussite, parce que nous, on ne sait pas ce que ça veut dire une totale réussite. Selon les tâches complexes qu'on leur donne, il n'y a jamais véritablement. Donc, quand on dit qu'on obtiendra, par exemple, tous les points pour un critère, on peut avoir encore une faiblesse quelque part, une imprécision ailleurs, pourvu que le critère fondamental soit atteint. Donc, avec toute cette... Voilà. Mais en même temps, comme il y a quand même un ensemble de tâches à réaliser, c'est quand même exigeant. Par contre, les tâches sont faites pour que les acquis minimaux que l'on souhaite que nos étudiants atteignent grâce à tous ces dispositifs de régulation puissent être atteints par tous les étudiants. Et ça arrive qu'il y en a quand même quelques-uns qui n'y arrivent pas. Vous voyez, moi, je le prends à l'inverse. Je dis, ben voilà, il y a encore quelques étudiants qui n'y arrivent pas, donc à avoir l'acquis, mais on assume pleinement d'être dans une pédagogie où les étudiants réussissent les cours. Voilà. Merci. Est-ce que c'est lié à ça, ce que tu veux dire?
Oui, mais ça a soulevé une autre question, là, ce petit bout d'information. Mais ma première question, en fait, c'était par rapport aux émotions, parce que ça m'a interpellé ce que vous avez dit. Fait que je vais lancer la question, puis si on y répond, tant mieux, sinon c'est pas grave. Mais donc, vous vous intéressez aux émotions que les apprenants vivent au cours de cette expérience-là, de votre cours, mais est-ce qu'on s'intéresse aussi aux émotions de l'évaluateur? Parce qu'eux, éventuellement, ces apprenants-là sont en formation pour devenir évaluateurs. Puis, une des idées que, en tout cas, moi, j'avais comprises de cette posture d'évaluation située, c'était un peu le lien qu'on crée entre l'évaluateur et l'apprenant, toujours dans cette idée d'accompagnement. Donc, je me questionne sur est-ce que c'est pertinent de s'intéresser aux émotions de l'évaluateur? Puis mon autre petite question par rapport à ce que vous venez de dire sur la réussite des étudiants, c'est est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on a une idée de pourquoi il y a certains étudiants qui ne réussissent pas, en fait, dans le cadre de ce cours-là? Parce que j'ai l'impression que tout est tellement bien imbriqué que si on suit le chemin, on devrait arriver au bout du chemin. Je laisse la réponse pour la première question et puis je vais tout de suite vous répondre à celle-ci. C'est parce que les étudiants renoncent parfois, parce que c'est un cours exigeant, parce qu'il y a des tâches qu'ils doivent faire, ils ne peuvent pas ne pas faire. Et il n'y a pas de compensation. Nous ne jouons pas sur les compensations. Ce qui est de l'ordre des critères fondamentaux, eh bien, ne sont pas compensés par d'autres critères secondaires, mais ils se doivent de réussir. C'est pour ça que nous considérons que c'est un cours qui est exigeant. Et les étudiants nous le disent à la fin. Mais c'est exigeant. Mais il faut qu'il soit exigeant. Oui, absolument. Vous nous avez fait bosser. Waouh! Alors, ils sont fiers en plus d'avoir pu atteindre. Et les étudiants qui n'y arrivent pas, c'est les étudiants qui ont renoncé, qui n'ont pas fait, tout simplement. Voilà, qui n'entrent pas dans le contrat. On va dire qu'ils n'entrent pas dans le contrat du cours. Voilà. Et ça arrive toujours. Voilà. Après, éventuellement, deux étudiants qui pourraient avoir un problème de langue, ou bien voilà, des problèmes qui sont d'un autre ordre. Puis alors, les émotions pour l'évaluateur, Céline? Alors, nous, on a essayé d'étudier les émotions des évaluateurs, mais dans ce cas-là, les évaluateurs étaient les étudiants lorsqu'ils évaluaient les tâches de leur pairs. Et ça, c'était très intéressant, mais un truc qu'on n'a pas encore étudié, c'est nos émotions à nous. En tant qu'évaluatrice. C'est ça le but de la question d'Édith, je pense. Voilà. Et voilà, ça va. Moi, on ne l'a pas étudié, mais moi, je trouve ça très intéressant. Par contre, le fait qu'on demande aux étudiants de réfléchir à leurs émotions, ça fait que forcément, nous, on réfléchit à nos émotions et on discute beaucoup entre nous de nos émotions. Et par exemple, on a tellement envie qu'ils réussissent que quand il y a des gens qui ne réussissent pas, par exemple, c'est difficile. Ou quand ils font un travail qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre. Pour moi, c'est aussi difficile. Je me dis, mais non, on a tout fait pour qu'ils arrivent. Et puis, en tant qu'enseignante, par contre, moi, j'ai eu des émotions très positives. Mais là, du coup, en tant qu'enseignante ou en tant qu'assistante, parce qu'il y a des retours assez exceptionnels de la part des étudiants sur ce cours. Et puis ça nous fait dire, waouh, tout cet investissement, ça ne sert pas à rien. Ça leur a vraiment profité. Et là, ouais. Mais on n'a pas fait d'études là-dessus, mais je trouve que c'est vraiment important, un sujet important à traiter. Puis dans la littérature scientifique, les émotions des évaluateurs, c'est vraiment pas très présent du tout. Et du coup, moi, je m'y intéresse très volontiers. Alors, Céline et Edith, vous allez pouvoir peut-être vous faire des petits moments, parce qu'Edith, elle a ça aussi dans sa thèse, en fait. Ah, excellent. Une partie sur les émotions, ouais. Pas uniquement lié à l'évaluation, mais pas encore, mais on verra. Il pourrait y avoir des éléments communs. Dans cette même voie-là, vu que je ne vois pas d'autres mains levées, là, l'intervention d'Edith par rapport au fait de est-ce que vous examinez vos propres émotions, c'est aussi parce que nous, on avait aussi compris que l'évaluateur doit aussi se commettre dans cette perspective-là. Il est accompagnateur,
mais il peut aussi se placer dans une posture d'évaluer. Et donc, je me suis posé la question sur s'il y a des choses de cet élément-là que vous avez fait. Nous, par exemple, dans notre cours, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire, pour une des tâches, c'est de donner nos outils d'évaluation aux étudiants pour qu'eux-mêmes regardent qu'est-ce qui est à faire, qu'est-ce qui est à améliorer, donc soumettre nos documents d'évaluation. Là, c'était plus, parce que c'était nos grilles, une des grilles qu'on a soumises aux étudiants pour qu'eux exercent leur jugement, justement, mais donc, on a accepté ça et on a aussi fait une activité de faire construire pour le premier travail, pour la première activité évaluée, on leur a donné les critères à construire eux-mêmes. Donc, on l'a fait par un APP, ils ont fait une situation problème, et la situation problème était comme une mise en abîme de cette affaire-là, qui était de créer eux-mêmes un document, notamment pour effectuer une tâche qui était une analyse d'un plan de cours, mais ce n'était pas ça, ça c'était juste le prétexte, et qu'il y avait aussi là-dedans la construction des critères. Donc, ils se familiarisaient avec des critères, ils devaient aller évidemment lire, construire autour des critères, et en plus, ils devaient définir les critères liés à la... Et on a fait une discussion pour choisir ensemble, collectivement, les critères avec lesquels ils seraient évalués. Donc, c'était vraiment une co-construction, ce n'était pas une négociation. Mes collègues parlent souvent de négociation de critères, puis moi, je suis comme non, c'était pas ça. Là, c'était vraiment une co-construction ensemble. Et c'est intéressant parce que ça tenait compte, en fait, de tous les points de vue de chacun et surtout des expériences individuelles dans leur parcours d'apprenant, qui sont, comme somme toute, assez variées. Ah, c'est intéressant. On l'a pas fait. Moi, je l'ai pas fait la construction, la co-construction de critères dans un cours aussi nombreux. Avec voilà, je pense un peu compliqué. Mais on pourrait envisager par exemple une prochaine tâche. Tiens, Céline et puis Natalia, hein, qui gentiment nous rejoignent. Vous avez compris, critères entre eux et avec nous dans une de nos tâches d'évaluation continue. Ça pourrait être une bonne suggestion parce qu'on essaye un peu évidemment de renouveler nos tâches sur les tâches d'évaluation continue. Peut-être que je pense que le fait déjà avec les étudiants qu'ils voient exactement la nature de l'évaluation que nous avons de leur production avec les critères que l'on utilise, avec la façon dont on va les apprécier, la nature de la régulation qui sera entreprise avec eux. Je sais que Lionel, hein, si tu souhaites aussi t'exprimer, je pense que tu fais aussi des choses comme ça avec tes étudiants, eh bien, ça montre déjà quelque part une sorte de transmission des critères qu'ils ont. Par exemple, tu vois, ils doivent, et puis Céline, tu me corrigeras si je dis faux, c'est nous, on va quand même examiner la nature des feedbacks qu'ils doivent produire à leurs pairs dans la perspective de se mettre à disposition de l'apprentissage des pairs. Tu vois, déjà ça, c'est énorme. Hein? Et nous-mêmes, nous allons aussi évaluer leur feedback. Eh bien, ils ont les critères pour auto-évaluer leur feedback et la qualité du feedback du pair, sachant que nous appliquerons les mêmes critères pour nous également évaluer leur feedback. Tu vois? Oui, nous, on a fait ça aussi. On mutualise nos outils. Dans ce sens-là. Et puis, je pense que là où on se met en posture de constamment d'être évalué par nos étudiants, c'est quand on fait chaque fois un retour réflexif critique sur ce qu'ils ont vécu et ils ont une liberté de ton par l'anonymat avec des outils comme Outlac ou comme ça pour dire, voilà, écoutez, la tâche 5, franchement, les filles, là, ils ne nous parlent pas comme ça, hein, mais j'ai bien compris que ça voulait dire ça. Hein. Donc, on l'a fait la semaine dernière. La tâche 5, franchement, là, il ne faut pas nous la refaire 2 fois, celle-là, parce qu'elle était trop longue, elle était, voilà, et puis, franchement, là, vous avez un peu abusé. Donc, cette rétroaction de nos étudiants au fur et à mesure sur les dispositifs qu'on leur propose participe aussi de cette construction dont tu parles, des critères, mais aussi du dispositif. Votre avis, votre voix nous intéresse. Hein, student's voice, hein, votre voix nous intéresse. On a ça aussi. Alors, oui, on a fait la même. Ils font une évaluation des pairs, puis ils font une rétroaction et on regarde avec eux leur rétroaction. Et ils font un retour aussi après de nature explicitatif, justement aussi, et explicitatif critique, bien sûr. Mais oui.
OK, mais ça me rassure vraiment. Ah, tu sais, Comme je on vais n'était dire, pas si mal finalement. non, non, non. Au Ouais, début, ouais, ouais. j'avais peur, mais Tu vois, l'évaluation située, j'avais envie de revenir à l'évaluation située. Eh ben, ouais, l'évaluation située, ça sera d'aller capter aussi ces constructions de signification tout à fait. qu'il va y avoir, comme tu l'as fait là, dont tu parles, ou comme nous, on le fait avec nos différentes modalités, et dans le rapport au contexte qui est de l'ordre de l'enseignement. Ouais. Donc, du coup, et j'ai aussi entendu ça, que tu disais ça tout à l'heure, c'est de dire, ben, si on est dans une évaluation située, on met en place des activités d'apprentissage dans lesquelles il y a enseignement. Mais si on met en place une activité d'évaluation, cette évaluation, elle sert à apprendre. Donc, ça veut dire que les normes, les significations, les cultures, les croyances, les représentations qui sont rattachées à ces contextes, par exemple, de l'enseignement et de l'apprentissage, eh bien, deviennent eux-mêmes des contextes signifiants pour penser l'évaluation. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Oui, oui, oui. C'est Voilà. tellement plus clair. Voilà. Ça l'était, enfin pour moi, ça l'était quand même un peu, mais là, tu arrives à bien expliquer très, très succinctement. Oui, ça concorde Alors après, avec c'est ce que ce je que pensais. tu dis, hein, on modélise notre évaluation. On ne peut plus Absolument, penser tout à l'évaluation fait. autrement. Enfin, on doit planifier, concevoir. On a taquiné l'autre jour, on a dit qu'on devenait des didacticiens et des didacticiennes de l'évaluation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une vraie expertise de contenu pour placer cette évaluation dans nos dispositifs. Oui. Et c'est intéressant parce que je voudrais revenir, je ne vois pas non plus, à moins que Lionel ait envie d'intervenir, qui n'est pas du tout intervenu, ça va. Je trouve ça intéressant, cette portion aussi que vous avez nommée sur, Céline et toi, sur l'entrée du cours, comment vous avez présenté le cours, parce que nous aussi, on a eu un cours succès-échec. Il y a aussi des cultures qui viennent avec le cours succès-échec. Hein. Les gens pensent que c'est un cours facile, c'est un petit cours. Et nous aussi, on a eu ça, on a eu un événement, on a eu une étudiante difficile à un moment donné, et cette étudiante, beaucoup en résistance, et elle avait dit, ben de toute façon, même si je ne fais pas ce truc-là, c'est pas grave, je vais quand même avoir un succès. Et puis là, on a fait, ben non, parce que tout ce que tu fais dans le cours est évalué au fond, même si ce n'est pas évalué formellement, avec une note, avec un critère, tout est évalué, tout ce qu'on fait ensemble est évalué. Et ça a été assez révélateur, je pense, pour certains autres étudiants qui étaient là, qui avaient entendu ça, qu'ils avaient compris où on s'en allait davantage, où on s'en allait avec cette perspective de vouloir notamment pousser l'exercice jusqu'à ne pas avoir de notes du tout. En fait, pour nous, ça a été facilitant. Note ou bas, ce n'est pas tant ça qui est déterminant que le fait que pour nous, ça a été facilitant pour pouvoir exprimer en fait ce qu'on voulait faire avec l'évaluation. Nous, au départ, on a eu quelques étudiants qui ont été inquiets parce qu'ils étaient tellement pris dans la culture de la note que le fait de se dire, mais vous n'allez pas nous mettre des notes, mais ces tâches, mais qu'est-ce qu'on vaut une fois qu'on a fait une première tâche? Et on a bien senti que pour certains, c'était inquiétant que d'aller vers... voilà. Donc là aussi, il a fallu faire ce travail d'accompagnement, d'explicitation. Voilà. On a fait ça. Voilà. Et j'aurais un dernier élément, parce que ça me trottine, ça me fatigue, en fait, cette affaire de problématiser. Toi, tu n'en parles jamais, alors que Vial, ça semble être au cœur de tous ces trucs. Moi, je voudrais que tu entendes là-dessus. Tu me rappelles comment on fait? En fait, ma question, c'était comment on fait? Parce que c'est sûr qu'avec des étudiants de master ou de doctorat, c'est plus facile parce que ça fait aussi partie de la tâche du travail qu'ils ont à faire. Il y a une forme de problématisation, il y a comme une espèce de mise en abîme de la problématisation. Mais quand on est dans un cours comme les nôtres, primaire, secondaire, premier cycle, universitaire... Tu me rappelles ce qu'il entend, Vial, par problématisation? Ben, je crois que c'est cette idée de poser un problème de départ, de tourner autour du problème et surtout d'accueillir toutes les possibilités même pas de solutions, toutes les possibilités qui se présentent pour tenter de cheminer. En fait, il n'y a même pas de solution au problème non plus. Et donc, c'est un peu dans cette idée de problématiser comme on le fait en recherche, hein, de demeurer ouvert à tous les arguments possibles qui peuvent nourrir le problème pour cheminer. Mais de l'identifier au départ. Oui, en lien avec des enjeux d'évaluation.
ou pas? Dans le cas de Vial, Ouais. même pas nécessairement, mais je pense que c'est plus dans cette idée de faire, oui, dans l'idée de faire cheminer l'étudiant, d'être accompagné et accompagnant de l'étudiant. Lionel, tu penses qu'on peut faire un lien ici avec cette réflexion, avec la problématisation de Dewey, comme on a un petit peu travaillé ensemble, ou bien qu'est-ce que tu en penses? Si Lionel est encore avec Oui, nous. oui. Non, non, Ok. si, je suis encore avec vous. J'étais en pleine réflexion parce que là, Je ne voyais pas. c'est des Ouais. questions abyssales à nouveau. Oui, Euh, Par rapport à la question, oui, moi je pense qu'il y a quelque chose qui peut se mettre en lien. De toute manière, tout peut se mettre en lien avec Dewey. Mais sur la question de la problématisation, c'est bien de cet ordre-là. C'est-à-dire, mais ce que je vois dans ce que vous dites par rapport aux apports de Vial, c'est plutôt cette co-construction avec l'apprenant. oui, oui, c'est Et problématisé avec les apprenants. Oui. et au moment où tu intervenais, Lucie, moi j'étais en train de me poser la question si on ne pouvait pas faire le lien plutôt avec ce qu'on discutait ce matin à propos de la multiréférentialité et cette co-construction du référentiel avec les apprenants. Et moi, si je fais le parallèle, ça serait, et le dispositif que Lucie et Céline viennent de présenter, finalement, c'est de les amener à percevoir finalement au travers non pas d'une posture, mais d'une pratique professionnelle, comment transparaît cette évaluation située au travers des dispositifs qui sont proposés et les amener à faire ce lien et à co-construire finalement cette signification au travers des pratiques qui leur sont proposées. Moi, je le verrais comme ça, en fait. Je ne sais pas si vous rejoignez le reste de l'équipe sur la question, mais oui, c'est un peu de cet ordre-là. Je le verrais comme ça, en tout cas. Et c'est vrai que la discussion est pour moi super intéressante là, parce qu'on mesure bien finalement comment on se fait toujours un peu attraper par le langage et voir comment Tout à ce fait. que nomme Vial voilà, comme évaluation située, finalement, il y a quand même des nuances assez conséquentes, moi je trouve, avec ce que Lucie promeut comme perspective située dans l'évaluation. Et, voilà, et je trouve qu'on aboutit parfois à des éléments qui sont proches parfois du malentendu, justement. Oui, mais c'est pour ça que je pose mais c'est pour ça tout le but de la rencontre aujourd'hui aussi, hein, qui est vraiment super pour nous. Effectivement, on est pris parfois avec les mots, mais l'impression que j'ai parfois aussi avec Vial, c'est que c'était pas fini. C'est son dernier chapitre là, de son volume, et on a vraiment l'impression que c'était pas complet, il manque, et il manquait, pour moi, il manquait encore une étape, on dirait. Enfin, moi, je le vis comme ça. Il me manque une étape pour bien saisir tout ce qu'il voulait dire, en fait. Et je trouve que ta perspective, votre façon de l'amener dans l'équipe, Lucie, est plus, je veux dire, accessible, peut-être un peu plus intelligible. Il y a quelque chose que je peux plus facilement voir, comment transposer ça dans la pratique. Et aussi, mon Vial n'est pas simple à lire non plus, là. Non, j'allais dire, Il parle en découpe, puis des fois, tu lis, puis tu fais, OK, mais pourquoi il m'amène par là? C'est pas par là qu'il faut que je vais aller. Et oui, il n'est pas simple à lire. Mais non, il est pas simple. oui, c'est ça, t'es plus simple à lire. C'est vraiment, vraiment plus simple. C'est un compliment. Oui, tout à fait, c'est un gros compliment, tout à fait. Mais cela dit, je trouve intéressant quand même de jumeler vos deux, tu sais, de voir en parallèle, en fait, les deux, comme dans tout, hein, on a des chercheurs dans toutes les disciplines, on n'a pas toujours les mêmes visions, les mêmes visées. Tu vois, ouais. Et si tu permets, je trouve que Vial, comme il était vraiment dans toute la question de l'accompagnement, plutôt avec des adultes, dans la dimension professionnalisante des choses, puis dès qu'on fait le lien avec les postures de Gero, hein, normalisation versus accompagnement, par exemple, hein, il y a conseil entre deux, etc. On comprend le propos de Vial dans ce contexte. On le comprend très bien. Moi, je vois très bien. Puis bon, on avait eu l'occasion aussi d'avoir des échanges avec lui en 2012 sur son texte, donc on voit bien. Dès qu'on est sur un autre contexte où, certes, l'accompagnement existe, mais plus dans ces enjeux de professionnalisation, de posture, de complexité, etc., et qu'on est dans des dispositifs de formation plus formels, plus, voilà, plus contraignants aussi, avec des exigences universitaires, des temporalités imposées, etc. Je trouve que sa proposition est plus difficile
à réinterpréter dans d'autres contextes que celui où il l'a présenté. Oui. J'ai senti ça aussi, il y a, notamment pour quand il parle de problématisation, justement, j'ai bien compris qu'il parlait beaucoup plus comme si il encadrait des étudiants au master ou au doctorat. Et nous, on essayait de ramener ça à nos cours à nous de première année d'université ou de programme court. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes perspectives, on n'est pas du tout dans le même contexte, dans la même visée. Non. Maintenant, ouais, peut-être le lien que nous on peut faire, c'est que je crois que c'est aussi le cas dans d'autres cours. Hein. On part de situations complexes, hein, donc comme vous aussi, hein, on est très ancré dans cette idée de situation ouverte avec une complexité de paramètres, il n'y a pas de solution, il n'y a pas une réponse possible. Et donc, du coup, on problématise dès le départ. La situation décrite par Céline, qui est le point d'ancrage. D'ailleurs, c'est une situation que les étudiants ont eux-mêmes vécue juste avant. Puis ensuite, on reprend et on scénarise une situation, mais qui viennent eux-mêmes d'expérimenter, avec cette idée d'une ouverture et d'une richesse des possibles, et du fait d'engager après de la confrontation de points de vue, soit dans leur groupe, mais également aussi entre groupes, pour recréer des zones de confrontation épistémique, mais aussi rattachées voilà, à tous ces enjeux de leur propre réussite, quelque part, leur propre progression d'apprentissage, fait que pour moi, il y a problème au départ. Parce que la situation qu'on leur propose est problématique au départ. Pour leur permettre de progresser, pour qu'il y ait une marge de progression. Vous avez vu, hein, Céline se fait attaquer par son chat, là. Se fait caresser par son chat. C'est vraiment donc, voilà, donc voilà, pour dire, c'est comme ça que j'aurais un peu tendance à poser la question de ce qui fait problème. Mais après, c'est parce qu'on est dans l'évaluation, mais moi, j'ai l'impression qu'on est toujours en train de poser la question de ce qui fait problème. Parce que, évidemment, on est sur de l'expérience pour eux, objectivée, mais en même temps, on a des apports de contenu hein, qui sont très articulés à ce qu'ils vivent, pour qu'on puisse leur apporter des outils, etc. Alors, par exemple, on prend une thématique, la pression évaluative. Et on a une thématique d'un cours sur la pression évaluative. Et on fait problème avec qu'est-ce que ça signifie la pression évaluative quand on est en classe, selon les différents contextes, pour que chaque fois l'évaluation elle-même fait problème. Au nom de quoi? D'une finalité pour apprendre. Mais est-ce que les systèmes éducatifs acceptent une finalité pour apprendre au nom de l'apprentissage de toutes et tous, alors qu'on est dans une société de compétition et la preuve eux-mêmes, ils seront sélectionnés à 1 sur 5 ou 1 sur 3 pour rentrer dans la formation à laquelle ils ont envie. Et donc, on fait problème voilà, avec l'évaluation. Mais j'aime bien ton intervention sur le fait est-ce que les systèmes acceptent ça? Le fait que nous, c'est notre proposition de mettre nos programmes courts tous en mode succès-échec. On reçoit présentement, en tout cas, ce n'est pas encore entré dans toutes les instances de l'université, mais pour les instances de départ, on reçoit un accueil très favorable qui disent « Enfin, est-ce qu'on peut faire autrement? » Et nous, on plonge là-dedans, là, à pieds joints, parce qu'on se dit « Wow, on a une opportunité ici, parce qu'il n'existe pas de programme tout en succès-échec à l'UQAM. On parle de formation continue créditée ici, donc on ne parle pas, bien sûr, d'un diplôme professionnalisant. Mais quand même, pour nous, c'est une belle ouverture parce qu'ils sont en train de se demander, par exemple, dans le programme, si tous les cours sont en succès-échec, il n'y aura pas de moyenne. Or, tout est fait avec les moyennes, tous les systèmes informatiques, toutes les notes, tous les relevés de notes, tous les cheminements des étudiants sur le plan administratif se passent avec des moyennes. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de moyenne alors? Alors, ça met l'université dans un questionnement intéressant parce que pour l'instant, ils sont ouverts à ça et ils veulent nous utiliser un petit peu comme un projet pilote pour voir comment on pourrait mieux utiliser en fait cette voie-là, puis peut-être que ça va amener à une transformation nous on dit succès-échec, c'est un peu dichotomique, on aimerait qu'il y ait peut-être 3
au moins 3 pour avoir une espèce d'entre-deux où dans l'entre-deux, il y aurait la régulation, l'étudiant qui n'est pas tout à fait prêt, mais on parlait d'une idée de progression, une espèce de progression initiale, progression optimale, bon, mais ou même juste changer le mot succès pour le mot réussite, à la limite. Et donc, mais ils sont dans cette logique-là, ce qui fait qu'on commence par ça, puis on verra qu'est-ce que ça donne, mais c'est un petit grain de sable là, qu'on ajoute dans l'engrenage juste pour voir si ça va marcher. Mais je pense bien que ça va marcher pour nos programmes à nous, donc dans une situation très précise qui sont des formations courtes, créditées et continues. Mais c'est pas grave. C'est un départ et ça permet de voir un départ de réflexion aussi pour ces administratifs-là. Peut-être que plus tard, on aura plus que des programmes courts qui pourraient être dans cette perspective-là. Et bien sûr, en faisant cet exercice-là, on met de l'avant le travail sur l'évaluation. On dit que ce n'est pas juste transposition de notes, c'est un travail de fond sur les pratiques évaluatives, bien sûr. Oui, donc c'est chouette de voir que vous avez aussi dans la même visée, en fait, même si on est contraint. Oui, et nous, par contre, on va vers de plus en plus d'échelles. Donc, moi, j'ai fait partie de ces étudiants qui ont eu toute sa formation académique à Genève, a été aussi acquis, non acquis. Hein. Et après, on a mis les lettres de Bologne, ABCDEF. Ensuite, on a dit qu'il fallait mettre des chiffres pour pouvoir faire des moyennes, parce qu'ABCDEF, ça n'allait pas faire les moyennes. Ensuite, ils nous ont rajouté, alors là, c'était quoi, dans les années 2008, quelque chose comme ça, je dis de mémoire. Il fallait mettre des demi-notes, parce que ça n'allait pas passer de 5 à 6, ça allait être trop de différence. Il fallait mettre des demi-notes. Voilà. Et ensuite, il a fallu qualifier l'échec. Donc, on ne peut pas dire que c'était insuffisant. Il fallait dire dans quelle mesure c'était insuffisant. Donc, on a commencé à qualifier l'échec, si c'est un gros échec ou pas. Alors maintenant, on a dû passer au 3, 2 et 1. Et maintenant, ça y est, nous sommes au 10e. Donc, les collègues qui souhaitent aller vers des 10e, entre les 5 et le 6, etc., peuvent utiliser les 10e. Et nous sommes actuellement dans un courant contraire, où justement, on revient à une illusion voilà, de la précision à travers le nombre d'échelons qu'on utilise pour qualifier les réussites de nos étudiants. Là, actuellement, on est dans ce trend-là à Genève. Alors, tu comprends que quand on fait ce qu'on fait, on est un peu des extraterrestres. Hein. Oui, je comprends très bien. Joanne? Juste par curiosité, vos notes pour les élèves à la PCécole jusqu'à peu près 18-19 ans, c'est sur 10? Comment ça fonctionne? Ça dépend les cantons, mais à Genève, c'est sur 6. C'est sur 6. Ouais. Et l'échec est à combien? À 4. Donc, on a 1, 2, 3 et 4. Il y a 4 sortes d'échecs, puis on a 2 sortes de réussites, 5 et 6? Non, le 4, c'est déjà réussi. Donc, 1, 2, 3. Il y a 3 sortes d'échecs, puis il y a 3 sortes de réussites. OK. Merci. Oui, c'est intéressant. Très chouette. Je regarde les questions. En fait, on a passé à travers, mine de rien, hein, Lucie. Il y en avait beaucoup qui pouvaient s'éliminer par... Vas-y, Edith. Je vais continuer à relire les questions pour m'assurer, mais je pense c'est bon, là. Vas-y, Edith. Ben, je reviens un petit peu au départ, en fait, de notre discussion. Puis, en tout cas, je m'excuse si ma question est banale ou mal formulée, mais c'est vraiment, j'ai envie de me mouiller parce qu'on est là vraiment pour repartir avec une meilleure compréhension. Donc, j'avais envie de faire cette vérification-là avec vous. On a commencé en parlant de ce que l'évaluation située n'est pas. Puis j'ai envie de revenir à une phrase clé avec laquelle je pourrais repartir pour comprendre ce qu'est l'évaluation située. Puis ce que j'ai compris en partie, c'est que l'évaluation située, c'est celle qui est ancrée dans un certain contexte culturel ou micro-culturel de classe, là, pour reprendre une de vos expressions. Est-ce que je me trompe complètement en disant ça? Est-ce qu'il me manque des morceaux importants? Non. L'évaluation située signifie que quand on problématise et conceptualise ou qu'on réalise des dispositifs d'évaluation, eh bien, c'est toujours au regard de sa relation intrinsèque au contexte. Donc, quand on pense cette évaluation, elle ne peut pas être pensée indépendamment des contextes
mais sachant que ces contextes constituent l'évaluation, tout comme l'évaluation elle-même va produire des contextes, des normes, des cultures, des façons de... Et c'est pour ça que nous, on bouge nos contextes que vous décrivez dans vos enseignements, puisque nous, on essaye de faire, c'est qu'en vivant ça, ce n'est pas des dispositifs simplement, c'est aller retravailler des co-constructions de sens, des significations, des rapports au savoir, des représentations, etc., pour aller changer le contexte, croire que l'évaluation peut se mettre au service de l'apprentissage, croire qu'un climat évaluatif n'est pas forcément stressant, mais qu'un climat évaluatif peut être au contraire stimulant, etc. Donc, on ne pense plus l'évaluation indépendamment du contexte. Et aussi, tu complètes dans tes écrits aussi en disant et comment le contexte marque Exactement. Socialement et culturellement. Absolument. Donc, il y a un aller-retour, en fait. Il y a un va-et-vient dans un sens et dans l'autre. Moi, je parle de relations, prenons les travaux de Lev, 1988, de relations dialectiques. C'est-à-dire que c'est co-constitutif. Il n'y a même pas l'idée que l'un est déterminant ou prédétermine l'autre. Mais vraiment, on est dans un rapport de co-constitution de l'un avec l'autre. Voilà, et c'est en ça que c'est un postulat paradigmatique pour aller penser la pratique évaluative, mais n'importe quelle pratique, enseignement, apprentissage, voilà, professionnel. Oui, tout à fait, ça peut s'appliquer. Alexandre? À ce moment-là, je ne vais pas faire le chien dans le jeu de quilles, mais à ce moment-là, comment penser à tout ça en amont, alors que le contexte, on ne le connaîtra pas avant le premier, voire le deuxième cours avec les étudiants? Oui. Alors, les travaux insistent bien, toujours mes auteurs de référence, c'est pas moi, insistent bien que ces éléments de contexte ont des éléments prédéfinis, préexistants, c'est le célèbre ARENA de Lev, ça tu peux les connaître. Ouais. Tu connais la culture de l'université, tu connais un petit peu, on parlait des systèmes de notes, on est contraint par des systèmes de notes imposés, tu connais les temporalités, tu connais blablabla, tout ça. Et puis, le contexte est fait donc de préexistants qu'on peut connaître. Et puis, effectivement, le contexte, toujours dira Lev, notamment, mais il y a d'autres travaux aussi maintenant, d'éléments émergents et construits. Et que du coup, tout l'enjeu pour nous qui rend ces choses si savoureuses, et puis que chaque fois c'est un défi, évidemment, c'est que ça va se construire. Parce que si on ne fait pas ce travail de co-construction avec nos apprenants, mais même avec nos collègues, quand on travaille dans un module où on doit se coordonner en plusieurs formateurs avec une même volée d'étudiants, une même cohorte d'étudiants, eh bien, ça va demander chaque fois des co-constructions de signification dans des communautés de pratique. Et là, on voit bien tous ces concepts qui reviennent. Nous avons besoin de constituer une communauté de pratique, alors avec nos étudiants, entre formateurs, on parle de communauté d'apprenants, pour ceux qui ne veulent pas mettre communauté de pratique avec les étudiants, on peut comprendre, c'est des questions identitaires qui justifient qu'on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas. Donc ça, c'est théorique. Et du coup, on est obligé de penser ça. C'est le préexistant et le construit. Donc, on va construire avec eux. Donc, on injecte. Alors, si vous vouliez dire, mais qu'est-ce que nous prescrit l'apprentissage situé? Eh bien, c'est ça pour moi. C'est la co-construction de signification. Ça se construit. Un contexte se construit. Maintenant, s'il n'y a pas cette co-construction de signification, on va sur des implicites, un culturellement déjà là implicite, et on va considérer que l'évaluation, c'est une question de notes, de courbe de Gauss, de sélection, de machin, et on roule, et on conforte, chaque fois qu'on fait un feedback, un machin, une consigne, etc., et on conforte un contexte déjà là qui n'est pas celui qu'on veut transformer. Mais nous, on veut transformer nos contextes pour aller vers une évaluation pour apprendre. Donc, effectivement, on injecte, on met moins de contenu académique, mais c'est vrai, moi j'ai vu la différence entre mes cours de 2005 et mes cours de 2021, en termes de contenu académique, j'en mets moins. Et je prends plus de temps de co-construire avec eux. Ça, c'est sûr. Ouais. Oui, nous dans le programme, on enseigne en miroir tout le temps, ce qui fait qu'on leur fait vivre tout ce qu'on veut leur faire apprendre, ce qui fait qu'on n'a plus magistral et on est contenu théorique, c'est eux qui vont les chercher eux-mêmes. En fait, on crée des situations d'apprentissage, on crée des situations pour qu'ils apprennent tout simplement. Et c'est très valorisant, je trouve.
comme posture à adopter. Mhm, mhm. Alexandre, t'avais-tu autre chose ou si tu avais oublié de baisser ta main? Si je regarde, vraiment, c'est passionnant. Lucie, Diane, Carla, mais je vais t'écrire parce que je vais faire une proposition, mais c'est pas grave, je vais t'écrire. Je vais te tenir au courant. Bye, Carla, merci. Je pense qu'on est passé à travers. Merci tout le monde. Merci, Lucie. Merci, Au revoir, Diana. Carla. Plaisir. Je pense qu'on est passé à travers, mine de rien, là, toutes les questions au final, même si sans les adresser directement. Moi, j'ai envie de vous faire une proposition pour la suite à tous. J'aurais envie, vous me dites si vous trouvez que c'est intéressant, mais de vous proposer de faire un cercle de lecture. J'ai fait ça, le CRIFPE organise ça c'est depuis cette année, depuis septembre. Bon, là, c'est une fois par mois et c'est deux personnes qui s'en occupent. Ils nous envoient les textes, c'est en Zoom, bien sûr. Ben là, si on n'était pas en temps de pandémie, on l'aurait fait en vrai. Et puis, c'est tout simple. Il n'y a pas de préparation. Ça ne demande pas beaucoup de préparation. C'est-à-dire, chacun lit le texte à lire et on passe 1 heure et demie, 2 heures à discuter tout simplement du texte, mais sans aucune contrainte, sans aucune préparation, Et je pense que ça serait, enfin moi, je trouve que ça serait intéressant pour nous, pour moi, d'avoir cette, mais peut-être pas une fois par mois, c'est peut-être beaucoup, mais on pourrait dire une fois par 2 mois, et on essaie de trouver un créneau où est-ce qu'on est plusieurs, on peut arriver à être plusieurs à se rencontrer pour discuter pendant 1 heure et demie. Je pourrais le proposer par le pied-vent, on peut commencer par notre équipe, mais je pense que ce serait intéressant de le faire avec votre équipe aussi. Joanne? Juste une petite question dans ta proposition me semble très, très, très intéressante. Il manque une donnée importante. Une lecture de quelle ampleur? Pas un livre. Non, pas un livre. Non, parce pas que un faut livre. que ça rentre dans tout ce qu'on a déjà, mais Non, un pas article, un un livre. chapitre, des choses comme ça serait ça l'ampleur? Non, c'est ça, mais ce qu'on pourrait faire, c'est, mettons, Lucie et moi, là, ce qu'ils ont fait au CRIFPE, c'est qu'ils ont planifié à l'avance, c'était une fois par mois, fait que c'était 8 fois, de septembre à avril. Donc, ils ont préparé 8 textes qui portaient sur une thématique précise. Dans ce cas-ci, c'était la recherche en formation initiale à l'enseignement. Donc, sur la recherche en éducation, en fait, de façon assez globale. Et donc, ils avaient 8 textes qui nous amenaient vers, on avait un chemin, ça nous a amené vers, oui, des perspectives vraiment très ouvertes. Et c'est intéressant parce que, bon, ça va, c'est juste 7-8 textes, ça peut être 4, ça peut être 5, c'est pas lourd, il ne faut pas que ce soit lourd, il faut juste que ce soit... D'ailleurs, effectivement, on avait eu un texte qui était de 30 quelques pages, puis j'avais mal organisé mon horaire, puis j'ai fait, oulala, j'ai manqué de temps pour le finir, ce qui fait que j'ai participé quand même à la discussion, même si je n'avais pas lu la fin du texte, puis c'était bien correct aussi. Fait qu'on pourrait imaginer qu'on a pour nous nourrir, en fait. Hein? Puis donc, on peut se donner une thématique autour de l'évaluation située, mais à travers ça, on pourrait aussi se donner un chemin, une espèce de chemin large pour continuer à alimenter nos réflexions. Et en même temps, ça nous permet, cette discussion-là, d'abord de se rencontrer, mais aussi de parler de pratique et de ce qu'on fait comme on a fait aujourd'hui aussi, c'est-à-dire parler de comment on enseigne, comment on met ça dans nos enseignements, comment on transpose ça, c'est quoi notre situation. Je pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes à faire avec ça. C'est un retour à une vieille méthode, hein, paraît-il. Moi, je dis tout de suite oui. Hein. Après, c'est vraiment une question. Merci pour la suggestion. Enfin, pour évidemment poser la question aussi à mes collègues. Oui. On est très pris, mais regarde, on a réussi à trouver ce temps cet après-midi. Donc, si on est arrivé à trouver ce temps cet après-midi, j'imagine bien qu'on pourra encore trouver d'autres moments pour le faire. Donc, c'est peut-être... Okay. Mais ça n'a pas besoin d'être beaucoup. Et puis, à la limite, et on verra comment ça évolue, mais à la limite, au CRIFPE, on a commencé, on était une vingtaine et on a fini, on était une dizaine. Fait que, ils avaient dit qu'il faut s'engager pour tous, mais bon, il y a des soirs où effectivement, il y a un moment où moi je ne pouvais pas, ben c'est tant pis, on n'est pas là, mais il y en a d'autres qui sont là, puis c'est bon aussi. On n'est pas obligé d'être tout le monde, tout le temps pour chacune des séances, mais ça donne une espèce d'échéancier de lecture minimale, mais qui nourrit la réflexion, en fait. OK, mais je vais regarder ça avec notre belle Julie, là. On va mettre ça en place, qui est notre coordonnatrice d'action présentement. Et on vous réécrira à tous. Est-ce que Julie, sinon, on s'enverra les courriels de tout le monde, mais
Et tu pourras rajouter des gens de ton équipe aussi si tu Bien sûr. en as envie. Puis nous aussi, peut-être qu'on verra, on invitera peut-être un petit... pas trop de monde non plus, parce que s'il y a trop de monde, on ne peut pas parler. Parce que l'idée de ce cercle-là, c'est de donner son avis aussi sur le texte. Qu'est-ce que ça a allumé chez nous? Qu'est-ce que ça alimente comme réflexion? Ce n'est pas juste non plus d'écouter les autres parler. C'est aussi d'intervenir. Fait que à 20, au-delà de 20, ça commence à être un peu plus compliqué. OK, ben on va mettre ça en place. Mais merci pour la suggestion. Est-ce que mes collègues de l'équipe, là, vous en pensez quoi? Vous êtes plutôt partants? À fond. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée, surtout on est dans une période, je trouve, où c'est un peu chargé, on n'a pas beaucoup le temps de lire. Non. Et du coup, d'avoir des moments prévus pour ça, ben voilà. Puis aujourd'hui, ben, par exemple, c'était vraiment tellement intéressant. Est-ce que vous avez aussi dans cette même lignée-là, mais là, je vous le dis juste pour votre information comme ça, nous, on a aussi des retraites de rédaction. Et là, on est en train de penser à des retraites de lecture, parce qu'on n'a tellement plus le temps de lire qu'il faut se donner des temps On a ça, des retraites à notre faculté. On part 2 jours, je l'ai fait 3 fois. On part 2 jours en dehors de la ville, dans un endroit un peu nature, mais pas loin, pas très loin. Et puis, on a quelques petites activités prévues, mais pas beaucoup. Et c'est 2 jours de rédaction. Ça s'appelle des retraites de rédaction. Et puis, on fait la tomate, là, 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Et dans les pauses, on a toujours quelqu'un qui nous fait faire des petits étirements, des exercices, des petits jeux. On va marcher, on va dehors, et on se met en équipe. Et puis, fait que ça, moi, j'arrive à écrire des textes en 2 jours. C'est incroyable. Même on avait prévu une séance d'écriture de 7 à 9, 7 à 10 le soir. Puis moi, j'avais dit, je ne ferai jamais ça. J'avais 10 heures, je suis couchée. Mais finalement, je suis allée. Puis parce qu'on faisait la tomate, à 10 heures, j'étais encore là. Puis j'avais envie de continuer. C'est très, très intéressant. C'est institué ou bien c'est votre équipe qui fait ça? Pour l'instant, ce n'est pas notre équipe. Nous, il y a le groupe de recherche qui le CRIFPE qui en a organisé une. Et il y a ma faculté. En fait, notre faculté s'est positionnée en faveur des retraites et maintenant sert d'exemple un peu partout dans l'UQAM d'ailleurs pour organiser des retraites parce que, en fait, pour nous, ma faculté me donne des conditions pour exercer mon rôle de chercheur, pour faire ma tâche. Je n'ai pas le temps de la faire parce qu'ils me demandent tellement d'administratifs autour et j'ai tellement de choses à faire que là, ils nous offrent cette condition-là. Alors, c'est payé par la faculté, c'est du budget. C'était ma question après. C'est payé par la faculté. La fois qu'on est allé, au Mont Harford, là, à Jouvence. On était 3 jours dans le bois. On était une trentaine. Et donc, une vingtaine. Ça avait été payé, tout logé, nourri. Tu amènes tes trucs et puis le transport, on a fait du covoiturage et tout payé par la faculté. Et les activités aussi organisées, un petit peu, des petites activités d'étirement. On a fait le midi, on faisait du yoga, des trucs d'étirement, c'est juste pour soulager les neurones, où on allait marcher en forêt, mais en équipe de 2, parce qu'en équipe de 2, il fallait qu'on parle de notre texte, de ce qu'on était en train d'écrire. Juste ça nourrit le travail. Fait que c'est vraiment intéressant, très, très, très intéressant. Donc, tu as compris qu'on ne fait pas ça chez nous. Oui, non, c'est ça. Mais moi, je dis oui, je suis une fan maintenant. Je suis une addict des retraites, alors j'en vois partout. Si on peut en faire 3 fois dans l'année, je serais ravie. Et on était parti pour en faire pour une semaine avant la pandémie. En juin, l'année passée, en fait, on partait une semaine. On partait 5 jours. C'est un rêve. Ah oui, là. Moi aussi, j'aimerais faire ça. Mais ça s'organise assez bien. Vous pouvez regarder aussi ce que fait Taisez-vous. T-H-E, accent grave, bien sûr. Et c'est ma collègue, justement, Émilie, qui a créé ça, l'organisme Taisez-vous. Et c'est de plus en plus populaire. Et elle est en train de documenter par la recherche, d'ailleurs, les bienfaits des retraites pour les doctorants. Eux, ils ont créé ça pour les doctorants, principalement. Mais finalement, il y a Maîtrise Doc et ils ont un local maintenant aussi, tout près. Ils ont un local où est-ce qu'on peut réserver des blocs d'heures. Donc, on peut aller écrire. On écrit avec des inconnus. Mais on y va, puis tu réserves ta demi-journée, puis tu vas écrire à l'espace Taisez-vous, et puis c'est que des étudiants, même des profs aussi, qui écrivent tout le monde en même temps. Et à chaque 50 minutes, la petite cloche sonne, on prend une pause, on oblige tout le monde à prendre une petite pause de 10 minutes. Ça aussi, c'est documenté par la recherche. Et puis on reprend les 50 minutes. Et nous, on a proposé, notre faculté l'organise tous les vendredis matins. Pour les profs de la faculté. Tous les vendredis matins, de 8 à midi, si on veut, on se connecte. Puis à toutes les 50 minutes, on se lève et puis on discute un peu, on aère, donc on côtoie nos collègues, parce que là, on ne les voit plus.
on jase avec nos collègues de plein de choses. Et puis, on accueille les nouveaux collègues aussi, comme Chantal notamment. Et puis, voilà, ça fait qu'on peut le décliner, en fait, de plein de façons. Et l'Association étudiante des étudiants des cycles supérieurs de la Faculté d'éducation a aussi fait ça. Elle a fait une journée complète pour les étudiants. À tous les... C'était les mardis, mais là, je ne sais pas si c'est resté les mardis. À tous les mardis, donc il y avait une... En fait, c'est une organisation minimale. Il faut juste qu'il y ait quelqu'un, là, avec le Zoom, là, il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui fasse un Zoom, qui envoie le message, qui ouvre le Zoom. Puis on fait juste éteindre notre caméra, puis notre micro pendant les 50 minutes. Puis la personne nous rappelle à l'ordre après 50 minutes. Fait que ça peut se décliner de plein de façons, en fait, et ça peut être une organisation minimale. Quand on part dans le bois, c'est sûr qu'il y a plus d'organisations. Mais sinon, c'est une organisation très, très minimale et qui fonctionne bien. Ça donne très envie. Ouais. Ben, on va commencer par un petit cercle de lecture entre nous, c'est une évaluation située. Voilà, écoute, ou autre. Ou autre. Ben, ça pourrait être... mais oui, ou autre. OK. Voilà. Ben, c'est super. Écoutez, on avait prévu 2 heures. On est en plein dans les 2 heures. Je pense que ça va. C'est bon. Hein? On a bien... vraiment, c'était super intéressant. Merci beaucoup, beaucoup pour votre participation à tous. C'est très chouette d'échanger avec vous sur des choses comme ça qui sont... On a très envie aussi de connaître un peu vos travaux maintenant, dans la réciprocité, de voir un petit peu ce que vous souhaiteriez nous présenter par rapport au Pieva. Enfin, c'est à vous de voir. Ben, on pourrait imaginer ça aussi, effectivement. On pourrait imaginer une autre rencontre où est-ce qu'on vous parle de ce qu'on fait à Le Piévent. On fait beaucoup de choses, en fait, à Le Piévent. On a beaucoup de chantiers, peut-être quasiment trop pour le nombre d'étudiants que j'ai disponibles pour faire le boulot. Mais notre rencontre de cet après-midi, justement, pour faire ça. Mais oui, on avance sur les pratiques innovantes et on essaye de développer aussi des cadres, peut-être pas de cadres théoriques, mais des cadres de recherche, des cadres d'analyse pour nous permettre de regarder les pratiques innovantes. On en a plusieurs et puis on jongle avec tout ça. Donc oui, on pourrait imaginer ça. Oui, très volontiers. Je pense qu'on a un intérêt à mieux vous connaître. OK, super. Bon, ben, écoutez, on continue. Comment on dit ça? On s'écrit et on déjeune maintenant, c'est ça? On s'appelle et on déjeune. Maintenant, on s'écrit et on déjeune. On met ça en place, le petit cercle de lecture et peut-être une autre rencontre qu'on pourrait se faire où on pourrait vous parler de ce qu'on fait à Le Piévent. Super. Merci à tous. Beaucoup. Vraiment.